objectif, mon post parfait, c'est que la personne lise le premier mot et se retrouve à la fin du post sans comprendre ce qui s'est passé. Sans comprendre, ouais, ok. Bon bah je vais faire un like, c'est la merde. Mais l'IA justement est une révolution qui va complètement, avoir le même impact que la révolution industrielle sur les métiers manuels, mais là du coup sur les métiers mentaux. Je le sais pas encore à ce moment-là, mais je sens un peu le truc quoi. Je sens que ça c'est huge quand même. Ça va quand même changer pas mal de choses. Et pour faire ma première conférence, je suis en full impro, j'ai pas préparé parce que je suis quelqu'un de beaucoup trop audacieux à l'époque, on va dire. Quelle sensation exceptionnelle. Je pense ma sensation préférée dans le monde. Je commence à me mettre dans un mood, typiquement je sais que j'écoute de la musique corse avant les conférences. Là. Du coup, est-ce que tu penses qu'on peut rendre n'importe quel sujet passionnant et que tout le monde peut être passionné? 100%. Bah oui, forcément, si t'es complètement shooté en permanence à TikTok, t'as un peu plus de mal à t'intéresser à un sujet complexe. Et j'étais addict au sudoku. Oh non. Le métier de la création de contenu est un métier qui paradoxalement est très très seul. Et en fait, c'était la première fois que je rencontrais des gens qui me reconnaissaient. Et les gens, j'étais reconnu par tout le monde et j'étais en mode waouh, mais qu'est-ce qui se passe quoi? C'est quoi tes ambitions? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fruits de la Passion, le podcast vitaminé qui interviewe des gens follement passionnés. L'épisode que vous allez écouter est un super épisode. Vous allez découvrir l'histoire d'un garçon de 18 ans qui a un parcours de vie pas comme les autres. Diagnostiqué précoce à l'âge de 4 ans, il a une enfance pas facile qu'il passe dans les livres. À l'adolescence, il se lance sur LinkedIn, devient un ghostwriter, fait des conférences, avant de devenir LA référence de l'intelligence artificielle en France, avec plus de 45 000 abonnés sur LinkedIn. Bref, il est la preuve qu'on n'est jamais trop jeune pour être ambitieux et pour réaliser ses rêves. Si vous voulez découvrir la recette magique pour faire un bon post LinkedIn et apprendre comment retenir l'attention, comment se lancer dans l'entrepreneuriat avec rien d'autre qu'une curiosité insatiable, ou que vous avez simplement envie qu'on vous partage une super dose d'énergie et d'inspiration, cet épisode est fait pour vous. Et restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Théo Leblanc. Salut Théo. Bonjour Clémence. Je suis trop contente de te recevoir sur le podcast. Merci beaucoup d'être là. Tu es mon deuxième invité, donc deuxième épisode qu'on enregistre. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites? Donc rapidement, je m'appelle Théo Leblanc, j'ai 18 ans, je suis créateur de contenu et entrepreneur sur les réseaux, principalement sur LinkedIn, où du coup je vulgarise l'intelligence artificielle, également sur ma newsletter. Et pour enchaîner, du coup j'ai une agence de création et de gestion de newsletter pour les créateurs de contenu et entrepreneurs également. Et à côté de ça, en activité secondaire, je suis étudiant à l'ESSEC, où je dois malheureusement me coltiner cette personne. C'est là où je t'ai rencontré. Bref, rien que ça, on passera sur la deuxième partie de l'intro, mais rien que ça, waouh. Première question que je me pose, c'est pourquoi l'IA? C'est arrivé quand il y a quelques années, du coup je créais déjà du contenu sur LinkedIn, et je me suis demandé quel était le domaine dans lequel je pouvais créer le plus de valeur dans les années à venir. Quel était l'endroit pendant 5 ou 10 ans que je pouvais m'investir et vraiment apporter le plus de choses. Donc il y avait plusieurs sujets où je sentais que ça allait vraiment beaucoup bouger. Donc la robotique, l'intelligence, la physique quantique, la fusion nucléaire, plein de choses, et l'intelligence artificielle. Et la seule différence, c'est que l'intelligence artificielle, contrairement aux autres domaines, on n'a pas besoin d'avoir un PhD, d'avoir 30 ans d'expérience. On pouvait directement en parler, directement, simplement même l'utiliser, parce que ça commence à devenir concret. Les barrières entre les experts, entre vraiment la partie recherche et la partie grand public commençaient à s'effondrer. Et j'ai senti l'opportunité que là, il y avait quelque chose dans lequel je pouvais vraiment créer de la valeur. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller à fond là-dedans. Ok, c'est marrant parce que tu nous cites que des domaines hyper poussés, genre la physique quantique et tout. Enfin, c'est des trucs qui sont vachement poussés. C'est quoi qui t'a intéressé dans ces domaines-là parce que tu étais hyper jeune? Tout m'intéresse de base. Je suis curieux de tout. Je pense que tout peut devenir passionnant à partir du moment où on n'y passe suffisamment de temps pour comprendre à quel point est-ce que le domaine est complexe, à quel point est-ce que, en fait, il y a plein de choses et du coup, c'est génial. Du coup, particulièrement les nouvelles tech, tout ce qui va impacter le futur, j'allais creuser parce que ça pouvait me servir et que ça, en tous les cas, tout m'intéressait, mais j'allais creuser ça. Et de base, je suivais un peu tous ces sujets-là, d'intelligence artificielle, de robotique, de physique quantique. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé, on va dire, à entreapercevoir ces différents sujets. Et c'est quoi qui te passionnait quand tu étais petit? Tout, encore une fois, mais du coup, on va dire quand j'étais petit, de mes 5 à 10 ans, j'étais assez isolé, du coup, je passais mon temps dans les livres. Et j'étais complètement passionné par l'écriture. Tu lisais quoi? De fiction, quasiment que de la fiction. Science-fiction? Science-fiction et fantasy, les deux. Okay.
Donc, Est-ce que tu peux nous citer quelques titres qui t'ont ouais, marqué? il y en a derrière. Hein. Eragon, Dune, c'est plus vieux, mais la série d'Alchimiste. Ok. Récemment, Projet Dernière Chance. Il y en a plein. Il y a La Guerre des Clans, il y a Les Chevaliers d'Émeraude. Ok, je vois. Donc vraiment des grosses séries, des trucs. Ouais, il y en a connus, plein d'autres, du coup, même en un, comme le Cercle Mirandus ou Community. Enfin, il y a plein aussi de livres en one-shot, mais qui du coup sont moins connus et parlent moins. Mais oui, d'ailleurs, même des livres, genre le Cheval de Rage, des trucs qui peuvent aussi être plus loin. Mais vraiment, j'ai lu de tout, parce que je lisais un bouquin tous les 2 jours. Et j'adorais ça, je veux devenir écrivain. J'avais commencé à écrire quelques histoires. J'ai en plus mon cousin qui est écrivain à Florian Zeller, donc a écrit quelques pièces qui derrière maintenant ont été adaptées en film, ont très bien fonctionné. Donc j'avais cette vision-là et c'était ça qui me passionnait vraiment. Est-ce que c'était un refuge, les livres? Oui et non. Enfin, c'est un refuge dans le sens où c'était un échappatoire, mais pas. Enfin, à la fois dans le sens pour me protéger du monde réel, mais en même temps dans le sens où c'était une exploration et j'aimais ça. Donc c'était un refuge, mais pas que. Et pourquoi tu voulais te réfugier du monde réel? Parce que j'étais harcelé de mon CP à ma 3e. Donc, Tu peux nous en parler un petit peu, quoi. Ouais. Comment tu les as vécues ces années-là? J'ai sauté une classe, la grande section. Donc à l'époque où j'avais 4 ans et demi, parce qu'on m'a diagnostiqué précoce en moyenne section. Et derrière, du coup, j'étais beaucoup plus jeune, j'ai été en plus assez asocial. En fait, je comprenais pas les gens. Donc, tu étais en décalage, en fait. J'étais en décalage complet, enfin, je suis toujours en décalage, mais j'ai appris à m'adapter. Et comment il s'est fait ce diagnostic de surdoué? Enfin, on te fait passer des tests? Ouais, à l'époque, c'est parce que ma grand-mère est morte quand j'avais 4 ans et que j'ai pas réagi comme un enfant normal. C'est-à-dire qu'au lieu d'être triste pendant quelques semaines et oublier, en fait, moi j'ai commencé à me poser des questions un peu plus profondes, un peu plus loin, comme qu'est-ce que c'est que la mort, qu'est-ce qu'il y a après, à quoi ça sert de vivre puisqu'on finit tous par mourir, quel est le sens de la vie. Et donc vraiment des questions existentielles à un Voilà, très jeune âge. à 4 ans, ce qui n'est pas très habituel. Du coup, ma mère ne savait pas trop quoi faire, on a parlé à des médecins, des trucs, et derrière jusqu'à un psychiatre qui du coup m'a fait passer des tests de précocité, donc le WISC-4 pour ceux que ça intéresse, qui est un vrai test, c'est pas des tests en ligne, des trucs comme ça, c'est un vrai test de psychiatrie, et où j'ai été diagnostiqué précoce. Ok. Et du coup, on pose ce diagnostic de précocité, mais c'est quoi? C'est que tu as un QI qui est plus élevé que la moyenne, tu es HPI, c'est quoi comme autre HPI, pas exactement, diagnostic? c'est lié souvent les précoces, souvent les personnes qui ont un très haut QI sont précoces, mais c'est pas, l'un ne veut pas forcément dire, c'est pas directement lié. En l'occurrence, je crois qu'on n'avait pas les chiffres du coup sur le WISC 4 parce que trop jeune, je peux pas vraiment. Mais j'ai refait le WISC 5 en 5e et du coup on avait les chiffres et j'avais un peu plus de 150 de QI. Et du coup là c'était vraiment la précocité et le haut potentiel émotionnel, le haut potentiel intellectuel, sans avoir des chiffres très précis. Et du coup, est-ce que tu le portes comme un fardeau ou ça a quand même été utile dans ta vie d'avoir cette sensibilité-là en plus au niveau des émotions et au niveau de la précocité intellectuelle? À l'époque, je ne sais pas si je te répondrais comme ça, mais aujourd'hui, c'est ce qui a construit mon identité en fait. Et c'est ce qui fait partie de moi, c'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui me donne envie tous les jours de continuer à faire ce que je fais, de faire toujours plus. Et je sais que c'est un moyen supplémentaire que j'ai par rapport à d'autres personnes, typiquement. C'est maintenant une chance parce que j'ai grandi dans un environnement génial, qui avait les moyens, qui n'avait pas de problème, qui m'a permis de grandir et d'avancer malgré ça. Donc malgré les problèmes sociaux que je pouvais rencontrer, etc. Donc aujourd'hui, ça en est devenu une chance et pour rien au monde, je refuserais ça. Pour rien au monde, si je devais revenir en arrière, pour rien au monde, je déciderais de plus l'être. Maintenant, c'est vrai que du coup, l'enfance a été compliqué. Mais je dirais que ma mémoire a fait un peu un tri sélectif et que c'est une période qui est passée maintenant et où j'ai presque que le positif. Alors, chose d'aspect négatif, mais maintenant, c'est plus une chance et un avantage qu'autre chose. Ok. Et du coup, pendant tes années de primaire et aussi début collège, du coup, tu as été harcelé, etc. Et comment tu as fait pour t'en sortir de tout ça? Je m'en sortais pas vraiment, globalement je restais dans mon coin, j'avais 1 ou 2 amis et puis voilà, du coup je me bagarrais pas mal, c'était compliqué, honnêtement je saurais pas trop de répondre quoi, je vivais dans mon monde. Et tu vivais avec quoi, enfin t'étais dans ton monde. Ouais, voilà, j'étais sur les trucs qui m'intéressaient, genre quand justement les profs étaient intelligents, ils me donnaient plus de travail à faire quand j'ai fini, c'était trop cool parce que du coup je faisais plein de trucs et je trouvais ça giga intéressant et j'apprenais plus vite. Il fallait que tu restes occupé quand même, tu avais ce besoin d'être toujours actif. Oui, mais dans le sens où j'adore l'apprentissage et je supporte pas de m'ennuyer. C'était viscéral, je pouvais pas m'ennuyer, c'était pas possible. Donc, et je comprends extrêmement vite. C'est pas forcément, je vais apprendre un peu plus vite, mais c'est surtout sur la compréhension que ça fait la différence. Plus vite. Et à cet âge-là, c'est là où justement ce qui prend le plus de temps, c'est comprendre. Mais du coup, je comprenais extrêmement vite et j'avais besoin de faire plus. Et j'ai eu des profs assez intelligents, notamment en CM1, où du coup elle me donnait des choses du programme de CM2, mais parfois de 6e, et qui du coup faisait que je pouvais alimenter ma soif de connaissance. Ok,
Ok, hyper intéressant. Est-ce que tu as vu une psy ou un psy quand tu étais enfant? De mes 4 à mes 11 ans, Ok. 7 ans de thérapie. Ça t'a vraiment apporté quelque chose ou pas du tout? Bah, c'était nécessaire, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, quand j'avais 4-5 ans, je gérais absolument pas mes émotions. Mhm. Je pouvais me frapper la tête contre le sol après avoir perdu une partie de jeux vidéo, une partie de jeux de société, quoi. Ouais, tout Et était amplifié en fait. C'est ça, et, enfin, je supportais pas la défaite, je supportais pas la triche, je supportais pas l'injustice. Je devenais fou en fait. Et Ok. je savais pas gérer mes émotions. C'est pour ça aussi, du coup, enfin, alors que même si je pouvais être genre 1 contre 5, mais parce que j'étais harcelé, mais j'allais me battre parce que je supportais pas. Et bon, je revenais du coup un peu amoché, mais ça c'est. Je gérais absolument pas mes émotions et j'ai appris à les gérer, presque à me construire une carapace, qui est pas toujours géniale, Mhm. mais je serais incapable d'être un minimum à l'aise socialement sans ça, quoi. Mhm. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte d'être comme ça et d'avoir vécu ce que tu as vécu? Est-ce que ça change vraiment quelque chose par rapport à ta vision des choses? C'est compliqué de te répondre parce que je sais pas ce que ça aurait été sans ça. Ouais, On peut pas savoir. Donc, forcément. à côté, j'ai envie de dire oui, parce que forcément, ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses beaucoup plus jeune que d'autres personnes. Mhm. Toutes ces questions existentielles que j'ai commencé à me poser à 4 ans, en fait, la plupart des gens se les posent à partir de 15, 16, parfois 20 ans. Moi, j'ai déjà passé plus de 15 ans, enfin, il y a à peu près 15 ans à y réfléchir. Donc là-dessus, oui, j'ai un peu d'avance sur ma vision des choses, sur ma maturité du coup de la vie que j'en ai des autres, et l'impression que j'en ai. Mhm. Comment est-ce que ça aurait été si j'avais pas vécu tout ça, etc. Je peux pas vraiment non plus savoir. Mhm. Et est-ce qu'il y a des choses en particulier qui t'animaient quand tu étais petit? Tu nous as parlé du fait d'apprendre, du fait d'être actif, d'être occupé. Est-ce que tu avais des rêves ou des choses que tu avais vraiment envie de faire dans ta vie? L'écriture, du coup. Ok, donc le fait d'être écrivain, enfin de Ouais. peut-être devenir écrivain. Faire voyager les gens à travers des histoires que je pouvais raconter. Ok, donc c'était vraiment ça qui t'animait quand tu étais petit? Ouais, moi je voulais vraiment devenir écrivain, j'adorais l'écriture, je lisais plein de livres, etc. Mhm. Et le sport aussi, je faisais énormément de sport, Mhm. plus d'une dizaine d'heures par semaine, quoi. De tous les sports, j'ai Ok, quasiment tout testé. Donc, Mhm. c'est vrai, je dirais ces deux choses-là. ok, trop bien. Et du coup, si on revient un peu plus dans le présent, aujourd'hui, globalement, c'est quoi les domaines qui t'intéressent? Est-ce que tu es toujours dans ce truc Toujours où il y a tout, hein. tout qui t'intéresse? Et c'est un vrai problème, c'est Mais- que c'est horrible. Bah, c'est pas un problème, au contraire, c'est Parce que bien. non, tu dois faire des choix, et tu as envie de tout suivre, mais si tu suis tout, en fait, tu fais plein de ta journée, juste tu suis des choses, quoi. Mhm. Et Ok. Mais c'est une vraie douleur. est-ce qu'il y a quand même certains domaines qui t'attirent plus que d'autres? Bon, l'IA, j'imagine déjà. Oui et non. Peut-être Vu que ça l'écriture. fait maintenant bientôt 3 ans que j'ai dédié entièrement mes journées. En fait, typiquement dans mon temps libre, j'en ai presque un peu marre, quoi. Et je vais pas, alors qu'à l'époque, vraiment, j'ai passé toute ma journée de travail dessus. Mhm. Et même pendant mon temps libre, je continuais à regarder du contenu, à faire de l'IA, etc. Alors que maintenant, j'en ai presque fait un peu une overdose à force d'en bouffer Ouais, 12 heures par jour. normal. Dans mon temps libre, je regarde d'autres choses. Donc Mhm. ça va être toujours un peu la lecture, même si plus assez, les jeux vidéo, le football, le volleyball. Donc je dirais que ce serait ça Mhm. aujourd'hui. Ok. Et au niveau de ta vie sociale maintenant, du coup, j'imagine que ça va mieux que quand tu étais petit. Oui, heureusement. Ok. Et c'est quoi qui t'a fait changer en fait par rapport à quand tu étais petit? Déjà, les gens ont grandi, donc sont un peu plus matures et sont un peu moins idiots par rapport à la différence, parce qu'à 12, 13 ans, on est complètement. Enfin, je vois ça avec mes sœurs. La moindre différence crée des problèmes et la moindre excuse, enfin derrière, il y a du harcèlement, des choses comme ça. Donc déjà, les gens ont mûri. Entre-temps, moi, j'ai fait beaucoup de choses qui m'ont permis de grandir, qui m'ont permis d'apprendre à me gérer mes émotions, à me gérer les gens socialement, parce qu'avant, je ne comprenais pas les gens, je ne savais pas les comprendre, j'en avais rien à faire. Entre-temps, voilà, je me suis fait pas mal d'amis, même beaucoup plus âgés. D'ailleurs, je suis plus à l'aise avec les gens plus âgés de 25, 30 ans. Logique. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu construire ma vie sociale. Mhm. Ok. Alors maintenant, on va parler business un Ok. petit peu. Alors, est-ce que tu peux nous raconter quand et comment ça a commencé? Non, c'est tôt. Il faut remettre en contexte que mes parents sont entrepreneurs et ont une entreprise. Ok, donc ça aide quand même déjà. donc Du ça coup, m'a depuis initié tout à ce petit, tu as quand moment-là. même baigné là-dedans. Il n'y avait pas de tabou. Alors, ils ne m'ont pas formé ou ils ne m'ont pas poussé à, mais il n'y avait pas de tabou. On parlait d'argent librement, on parlait de ce qu'ils faisaient librement, je pouvais poser des questions. Et ce qui m'a poussé à m'y intéresser aussi plus que genre d'autres personnes, que, par exemple, pour un tabou sur l'argent. Mais j'ai commencé à 12 ans, presque un peu par envie de copier mon frère, voire de faire mieux que mon frère, qui du coup, à l'époque, avait 17 ans, et lançait un site de dropshipping de Djellaba. Et du coup, je me suis renseigné. Du coup, c'est là où ça m'a lancé vraiment. Donc à 12 ans. Donc c'était ce côté un À peu 12 ans. compétitif où tu voulais battre ton frère. Ouais. Et à 12 ans, tu t'es dit, vas-y, je lance mon business. Ouais, et à l'époque, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un truc où tu sais qu'il y a plein de demandes, il y a plein d'offres, juste à prendre une micro-part du marché pour faire un peu de chiffre. Du coup, je me suis dit, Et tiens, t'avais je vais déjà ce partir. recul-là à 12 ans? Ouais, C'est complètement fou. je dirais par les discussions que j'ai avec mes parents, par les Mhm. formations que j'ai suivies, par ce genre de choses. Ok. Enfin, à l'époque, du coup, j'avais pas d'argent, je me formais beaucoup tout seul en allant creuser des ressources, en demandant par des gens, etc. Mhm. Et du coup, je me suis lancé dans le maquillage.
Je sais même pas Mais si non. je sais même pas Non, si je je l'avais savais pas du raconté. tout. Incroyable. Donc, j'ai commencé en vendant du maquillage et mon business model c'était que je voulais en gros faire un produit d'appel avec des produits physiques de maquillage parce que le physique se vend mieux mais tu fais des petites marges et vendre un pack de maquillage, j'en sais rien, 35 euros et moi genre ça me coûtait 25 ou 30 euros et derrière upsell, enfin vendre derrière un e-book sur comment bien se maquiller. Ce qui est aberrant étant donné que c'était un gamin de 2 ans qui l'écrivait qui n'avait jamais fait de maquillage de sa vie et à l'époque où genre il trouvait ça complètement con, le maquillage. Donc, mais j'ai acheté des livres, des vrais livres physiques de maquillage pour du coup apprendre, etc. J'ai creusé et que j'ai en partie copié ou fortement reformulé pour faire du coup des e-books de maquillage et qui étaient censés être vendus derrière. Bon, en pratique, j'ai pas vraiment lancé. J'avais du coup certains contacts qui m'ont dit, enfin, qui regardaient, etc., qui m'ont donné des conseils, mais qui m'ont dit, bah, en fait, si tu mets de la publicité, tu vas juste perdre de l'argent, quoi. La page de vente, je sais même pas si je peux la retrouver, mais si on la regarde aujourd'hui, elle a aucun sens. Le copywriting est disons, marrant. Donc, mais c'était comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier, que j'ai commencé à apprendre et à me rendre compte qu'on pouvait faire de l'argent en ligne, quoi. Ok, incroyable. Et du coup, après ce truc de maquillage, est-ce que tu as eu d'autres expériences de Ouais, il y en a eu business? plein. J'étais un peu dans les NFT à l'époque où je faisais du flip de NFT. Donc en gros, c'est d'essayer de choper des accès pour les avoir et les revendre au moment directement où tu peux les obtenir. Ok, donc c'est un peu du trading, mais avec des NFT. Ouais, on peut dire ça, Je connais pas grossièrement. C'est particulier. J'ai un peu vite fait creuser la crypto, mais c'est un monde tellement complexe, un peu comme l'IA, où j'avais pas envie forcément de passer pareil des années dedans. Donc finalement, j'ai assez vite rebroussé chemin là-dedans. J'ai été dans le SMMA, donc le social media marketing, où en fait, je sais pas, par exemple, tu vas faire un site et de la publicité pour un barbeur, pour un restaurant, pour, j'en sais rien, une boîte d'IMO, n'importe quoi. Et où c'est des contrats, 2-3 000 euros par mois, mais qui du coup, en fait, tu peux facilement prendre 4-5 sans avoir besoin de trop de compétences au départ parce que tu as une demande qui est presque infinie. Et comment tu faisais pour te construire une légitimité et pour convaincre les clients de venir chez toi alors que tu étais hyper pas jeune, vraiment, hein. Enfin, si tu as des références passées, tu peux t'en servir, sinon tu peux un peu en inventer. Tu peux proposer des conditions du coup beaucoup plus abordables ou des conditions voilà, vraiment qui facilitent la conversion. Ensuite, sinon, c'est à quel point est-ce que tu vas faire la prospection, à quel point est-ce que tu vas être bon pour vendre, c'est tout. Ouais, c'est fou. Parce que tu avais quel âge du coup pendant cette histoire de... SMA, c'était 14-15 ans. Ouais, c'est fou. Ouais. Ok. Donc, on a testé différentes choses, j'ai fait un peu de copywriting aussi, testé quelque chose pendant de 12 à 15 ans, et puis à 15 ans derrière, je me suis lancé sur LinkedIn. À 15 ans du coup, tu as commencé LinkedIn. Ouais, Ok. ce qui est d'ailleurs illégal, et normalement j'aurais dû avoir 16 ans. J'ai menti sur mon âge et maintenant je ne peux plus vérifier mon profil LinkedIn. Ah, à cause de ça? Ouais, parce que tu es l'anecdote. censé mettre ta carte d'identité pour vérifier du coup ton profil, Ok. mais je peux pas, du coup. Donc, ouais, je me suis lancé sur LinkedIn à ce moment-là. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu te lances sur LinkedIn et pourquoi à 15 ans tu te dis vas-y, je me crée un LinkedIn alors que normalement c'est un truc pour les professionnels, tu vois? Ouais, bah ça faisait un moment en fait, déjà, j'ai toujours aimé écrire forcément et ça faisait un moment que j'avais en tête de créer une audience. Je pense que dans d'autres vies parallèles, j'aurais pu être soit écrivain, soit sportif pro si j'avais le corps pour, soit, c'est pas drôle, soit du coup créateur de contenu, mais entreprendre pour créer du contenu, vraiment que ce soit la finalité. Aujourd'hui, je crée pour entreprendre. Et donc j'ai toujours été attiré par ça, j'ai toujours voulu bâtir une audience et je voyais l'intérêt d'une audience aussi. C'est un levier, aujourd'hui le levier le plus puissant qui existe, c'est l'audience, c'est le branding, c'est la crédibilité qu'un nom peut avoir. Donc j'avais toujours ça en tête, mais YouTube, j'avais pas le budget et j'ai grandi avec YouTube, donc je respectais trop et je respecte trop la plateforme pour y aller en faisant un truc pas ouf. Si j'ai tenté des chaînes sur du gaming, mais sans plus. Et du coup, les réseaux courts qui étaient accessibles, j'en avais une extrêmement mauvaise image. Pour moi, c'était que des danses un peu idiotes, que des formats abrutissants. Ouais, qui parce apportaient qu'à rien. l'époque, c'était quoi? C'était le truc de danse Musical.ly? Non, c'était déjà TikTok. Ah, déjà? Bah ouais, Quand t'avais 15 ans? Non. C'était j'ai 18 ans, je te rappelle. Ah putain, c'est vrai. C'est vrai. Donc si, ça existait déjà. Et ensuite, il y avait Ouais. déjà des comptes un peu plus sérieux, mais j'en avais une très mauvaise image, j'avais beaucoup de préjugés. Et voilà, j'avais vraiment pas envie, ça me bloquait complètement. Ouais, et donc tu voyais pas d'avenir, tu disais c'est que du Si, divertissement. si. L'avenir, si, mais que divertissement, ça ne me correspondait pas. Voilà, j'en faisais vraiment un blocage. Ok. Et du coup, il y a un gars que je suivais qui s'appelle Ulysse Lubin, qui est un YouTuber, qui crée du contenu un peu partout, qui a une newsletter, qui fait un peu tout en fait, qui relève des challenges en explorant le monde. Ok. Alors maintenant, qui a un peu bougé, mais c'était ça à l'époque sa tagline. Et qui du coup, j'ai discuté un peu, je kiffais son contenu et j'ai changé un peu de temps en temps, parce que du coup, un truc que j'ai fait pour approcher de créateurs de contenu que j'aimais bien, c'est que je leur faisais des feedbacks
ultra détaillés sur leurs vidéos. Genre vraiment le truc que j'aurais adoré recevoir en tant que créateur potentiel de contenu. Et voilà, que je leur envoyais à chaque fois qu'il faisait un contenu, un truc. Et en fait, comme ça, j'ai pu échanger avec pas mal de créateurs. Et notamment lui. Et du coup, on discute. Et à un moment, il me dit, bah tiens, pourquoi est-ce que tu te lances pas sur LinkedIn? T'adores écrire et tu sais pas de quoi parler pour l'instant, tu sais pas pourquoi, juste partage ce que tu apprends. Et ça, tu vas pouvoir commencer à bâtir une audience, à apprendre à bien écrire pour les réseaux, etc. Alors, partage ce que tu apprends, ok, mais dans quel domaine? N'importe. Juste ce Juste que tu partage ce que apprends dans t'apprends. ta vie. Parce que là, attends, si on se remet dans le contexte, tu as 15 ans, tu fais quoi? Tu es tout seul chez toi? Tu vas à l'école quand même? Ouais, je suis en cours, je suis en quelle année à 15 ans? Tu es en Seconde. Voilà, non, parce que j'ai commencé LinkedIn, j'étais en première. Première. Du Donc coup, je tu es en suis en première, première. tu vas en cours, enfin une vie classique, et le reste de ton temps libre, tu crées du contenu sur LinkedIn. C'est ça, Et du coup, enfin, tu du coup, écris. j'apprends des trucs. Enfin, du coup, j'écris pendant les cours parce que j'ai un ordinateur. D'accord. Vu que je suis designer graphique, du coup, j'ai un ordinateur dès la seconde pendant mes cours. D'accord. Et, Donc, tu écris pendant les cours oui, sur les choses que tu apprends. Et qu'est-ce C'est que ça. tu apprends? Franchement, de tout. Je parle de neurosciences, je parle de handstand, je parle de calisthénie, je parle de productivité, je parle d'écriture, je parle vraiment de plein de trucs. Donc, tu consommes et tu retransmets. Ouais. Je consomme, j'expérimente, je teste des choses, je compare et je retransmets. Ok, du coup, ça touche vraiment à tous les domaines, quoi. Vraiment au départ, parce que je savais pas vers quoi est-ce que je voulais aller, donc je parle un peu de tout. D'accord. J'ai même tenté de faire de la fiction philosophique, en mode de partir sur de la fiction, mais qui du coup faisait réfléchir les gens. Bon bah j'ai fait un like, c'était ma mère. Mais j'ai vraiment tout essayé et au fur et à mesure, ça commençait à prendre un peu, je commençais à mieux comprendre comment écrire. Aussi, forcément, je regardais comment étaient les contenus qui fonctionnaient bien, je regardais comment les meilleurs écrivaient, qu'est-ce qu'il y a de différence entre un post qui faisait 3000 likes et un post qui en faisait 3. Et c'était quoi la différence? Il y a plein de choses. Principalement, je dirais, c'est réussir à attirer l'attention et à la garder. C'est les deux règles sur les réseaux. Il faut que tu attires l'attention et que tu gardes l'attention. Ensuite, tu as plein de petits trucs de comment est-ce que tu gères ton rythme. Enfin, perso, je suis un malade du rythme. Je pense que tout peut se résumer au rythme. Ok. Et que Donc les le rythme posts des sont- phrases, voilà. des mots et tout. Que Ok. quand tu lis, en fait, mon objectif, mon post parfait, c'est que la personne lise le premier mot et se retrouve à la fin du post sans comprendre ce qui s'est passé. Sans comprendre. Ouais, ok. je Et vois. ça c'est uniquement si le rythme s'enchaîne tellement bien qu'en fait, elle lit ultra naturellement et qu'il n'y a pas de moment où elle peut se poser la question de si elle continue à lire ou pas. Ouais. Et ça, c'est que du rythme. D'accord. Donc, alors, il y a d'autres écoles, il y a d'autres trucs, il y en a qui vont dire c'est sur le sujet, etc. Je pense que le sujet, fondamentalement, si tu as la bonne forme, tu peux faire des vues sur n'importe quoi. Et ensuite, toi, de faire du contenu intéressant en plus, en plus, mais c'est pas ça qui fera les vues. Les vues, c'est que la forme. Donc, c'est fait partie de ce que j'ai appris. J'ai demandé pas mal de conseils aussi, du coup, à des personnes qui étaient là. Donc, j'ai envoyé simplement des messages. Tiens, salut, comment est-ce que je pourrais faire mieux? Voici un post, comment est-ce que je pourrais faire mieux? Je débute, etc. Genre un conseil pour m'améliorer. Et c'était de raccourcir mes phrases, c'était justement de jouer plus sur le rythme. Parce qu'à l'époque, j'écrivais, je me prenais pour mon passant à écrire des phrases de 5 lignes. Quoi. Ouais. Et tu lui as demandé à qui ces conseils? À des gros influenceurs sur LinkedIn. Et ils te À répondaient? Alice, pas tous. Mais Mais déjà, tu y allais quand même au culot, tu c'est ça, essayais de leur surtout, écrire et tu voyais les gens qu'ils te répondaient. répondent, particulièrement sur LinkedIn. Les gens, si on a une approche bien, en mode salut, Ouais. je kiffe ce que tu fais, j'essaie de créer du contenu, voici un post que tu pourrais juste me donner Donne-moi un un conseil en une phrase, qu'est-ce que je pourrais faire de Ok. mieux? Ouais, c'est. Et c'est tout bien, le monde ne c'est répond pas, il y en a qui disent désolé, j'ai pas le temps, voilà. Il y en a qui disent tiens, tu pourrais faire ça, juste une phrase, fais plus court. Mhm. Et les gens répondent fondamentalement, même d'ailleurs sur Instagram, TikTok, les gens, si l'approche est saine, il y a de fortes chances que les gens répondent. Peut-être pas tous, peut-être que ce sera que 10%, mais tu envoies un message, tu as de réponses de personnes qui sont très fortes en ce qu'elles font, qui te disent quoi améliorer, c'est génial. En termes de valeur ajoutée, c'est génial. Ouais, Il y en c'est a qui clair. payent 500 000 euros pour avoir juste un conseil comme ça. C'est clair, mais ouais, du coup, c'est vraiment une super initiative d'aller chercher par toi-même les conseils auprès de personnes qui sont expertes dans leur domaine, quoi. Ouais. Donc c'est Bah, super bien. Je pose la question, quoi. J'avais pas de barrière. Ouais, mais c'est marrant parce que du coup, tu te lances sur LinkedIn, t'écris un peu sur tous les sujets, alors qu'on pourrait penser que quand on lance comme ça un média, il faut avoir un sujet hyper précis pour que l'audience directement, elle t'identifie à « Ah oui, c'est le gars qui parle de telle chose ». Tu vois ce que je veux Mais dire? quand tu sais pas de quoi parler, tu sais pas. Au départ, en plus, tu fais pas de vue, donc en fait, t'en fous. Ouais, t'es pas donc vu. tu t'entraînes en fait, t'apprends et ok. Tu parles avec des gens, etc. Et ça se fait à mesure. D'ailleurs, même les grosses marques, elles font des rebranding et au final, parfois on se rappelle leur ancien nom, mais c'est leur nouveau nom qui reste. C'est pareil sur le contenu. Au départ, tu peux parler d'un truc en particulier et ensuite changer. Si tu es un média, c'est différent, mais en plus, quand tu publies sur un nom propre et que c'est une personne, en fait, tu suis la personne aussi. C'est ça, et l'identité, enfin la personnalité quoi. Ok. Et si par exemple demain il y a une personne qui veut se lancer sur LinkedIn et faire un peu le même truc que toi, du coup c'est une personne qui aime écrire, qui aime créer du contenu, mais qui sait pas trop sur quel domaine elle pourrait écrire, est-ce que tu lui conseillerais de faire comme tu as fait, du coup de se lancer et d'écrire sur un peu tous les sujets et de voir ce qui fonctionne, etc.
Ça dépend de sa situation. Si c'est comme moi à l'époque, un jeune qui n'a rien à perdre, qui n'a pas de contraintes budgétaires, etc., et qui a juste du temps, qui a envie de faire des choses et qui a envie d'apprendre et potentiellement de bâtir une audience, ouais, c'est l'une des meilleures approches. C'est de tester plein de trucs sur le réseau qui lui convient le mieux en partageant sur des sujets qu'il aime bien. Parce que du coup, comme il s'est renseigné dessus, c'est plus naturel que de se forcer à apprendre un sujet pour le réciter, quoi. Ok, je comprends. Donc LinkedIn, oui, donc là tu écris différents trucs, et là tu te rends compte qu'il y a quelques domaines qui commencent à prendre plus d'importance que d'autres. Oui et non, c'est à force de créer forcément, je progresse, je fais de plus en plus de vues, et surtout à force d'apprendre sur l'écriture, du coup je parle d'écriture. Et au fur et à mesure, à ce moment-là, pour être 100% transparent, j'hésite entre deux choses. Soit je vais contacter en gros un gars que j'aime bien et je deviens genre son bras droit opérationnel pour genre dans l'ombre juste faire toutes les actions qui le font chier mais qui du coup me permettent d'apprendre énormément sur son business et pouvoir derrière relancer notamment des créateurs que j'admire beaucoup à l'époque comme Elliot Meunier, comme justement Ulysse Lubin, comme ce genre de personnes. Soit du coup je tente de lancer du ghostwriting. Le ghostwriting, c'est écrire les posts d'autres personnes, donc sur LinkedIn, et du coup, ce qui me ferait aussi apprendre parce que les gens doivent me parler de leur métier pour que je puisse poster dessus. Et en plus, du coup, moi, ça me permet de travailler l'écriture, de poster encore plus. Au départ, j'ai parlé à quelques personnes justement de ce premier projet. J'avais une personne potentiellement, mais c'est pas vraiment fait. Du coup, je suis parti sur le deuxième. J'ai fait un post comme quoi j'annonçais que je lançais dans le ghostwriting. Sauf que c'est mon premier post qui a vraiment fait des stats, qui a fait 50 000 vues à l'époque, alors que j'avais même pas 1000 abonnés, quoi. Et qui a fait 50 000 vues, où j'ai eu du coup un peu plus de 25 demandes d'un coup pour faire du ghostwriting, sauf que j'étais encore en cours. À l'époque, je me dis, tiens, je vais en prendre 2-3 parce que c'était l'année de mon bac. Donc, du coup, l'année pour les écoles, etc. Je savais déjà que je voulais l'ESSEC pour derrière l'échange avec Berkeley. Donc, je dis, tiens, je vais en prendre 2-3. En plus, je monte les prix de manière aberrante. Au départ, du coup, le premier, je le vends à 100 € le poste, ça passe. Le deuxième à 150 €, ça passe. Le deuxième à 200, ça passe. Et du coup, carrément, il y en a, je mets des clients en liste d'attente à 250, 300 € le post LinkedIn, y compris d'ailleurs un gars à l'époque, du coup, je ne pouvais pas le prendre, j'avais pas le temps, et où je l'ai du coup formé plus que pris en client, et qui maintenant aujourd'hui a 60 000 abonnés et est une star de la plateforme. Et personne ne sait qu'à la base, je l'ai appris comme ça. C'est pour ça que je dirai pas son nom, mais je le raconterai après. Mais c'est comme ça qu'au départ, du coup, j'ai eu trop de clients très vite. Donc, j'ai voulu lancer une agence, ça s'est pas très bien passé parce qu'officiellement, il n'y avait pas de conversion. Donc, c'était associé à quelqu'un et c'est lui qui gérait une fois, la conversion du coup sur les appels. Moi, j'amenais les appels, il gérait. Ça va le passer, ça m'a un peu dégoûté du ghostwriting. À ce moment-là, on est en décembre. Je commence à vraiment vouloir bosser mon storytelling. Je commence à faire de plus en plus de posts qui fonctionnent bien. Et c'est là où je me dis, ok, quel est le domaine dans lequel je vais m'investir à fond pour les 5-10 prochaines années? Parce que le ghostwriting, c'est pas non plus un métier d'avenir. Je commence à en être classé. Où est-ce que je vais à fond? Ok, du coup, le ghostwriting, tu en as fait pendant combien de mois au total? Du coup, je suis lancé mi-août et j'ai arrêté fin novembre. Fin novembre, ok. J'avais fait 3 mois et demi. 3 mois et demi, ok. Et ça a bien fonctionné pendant ce temps-là? Ouais, j'avais trop de clients, quoi. Ouais. Et du coup, tu arrivais vraiment à gagner de l'argent avec ça? Enfin, c'était un service genre en une fois, quoi. Ouais, non, c'est en récurrent, du coup, c'était j'y poste par mois, par exemple, pour un client. D'accord, ok. Et comment t'expliques le fait que ton post ait aussi bien fonctionné, celui où tu expliquais parce qu'il était storytelling, que je racontais une histoire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pourquoi celui-ci fait 50 000 vues alors que ceux d'avant, enfin oui, ils faisaient des vues, mais parce que je racontais pas d'histoire. Parce que les autres, je parlais d'un sujet, mais je racontais pas une histoire. D'accord, ok. Et du coup, c'est là où tu commences à storyteller. Et qu'est-ce que tu racontes? À ce moment-là, c'est sans savoir. À ce moment-là, c'est juste, en gros, je fais ce post-là et il surcartonne. Et c'est trop cool. Ok, du coup, ça te fait de la pub, en fait. C'est ça, c'est mon post de lancement qui fait 50 000 vues. C'est un post publicitaire quasiment qui fait 50 000 vues. Alors l'accroche était à 15 ans, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Et qui a très très bien fonctionné parce que tu ne t'attends pas à avoir un gamin de 15 ans sur LinkedIn. C'est une accroche, t'es intrigué, etc. Et en plus derrière, c'était un minimum bien storytellé. Et voilà, et ça a fonctionné. Mais c'est justement à partir de décembre, je dirais novembre, que vraiment je me forme à fond sur le storytelling. Sur comment, notamment je consomme énormément de YouTube, donc comment est-ce qu'on écrit une bonne vidéo YouTube, comment est-ce que les gens fonctionnent justement sur le rythme, comment est-ce que tu arrives à garder l'attention, comment est-ce que tu racontes une bonne histoire en fait. Et du coup, comment est-ce qu'on raconte une bonne histoire? C'est qu'une question, encore une fois, si tu devais nous donner 3 piliers majeurs, les 3 plus importants pour toi, ce serait quoi? Forcément, c'est comme partout, c'est le moment où tu captes l'attention. Je dirais c'est la fluidité. Parce qu'en gros, typiquement dans mon process, j'en parlais d'ailleurs avec mon associé il n'y a pas longtemps, justement sur comment est-ce qu'on écrit un bon post storytelling pour soi, parce qu'il sait faire pour les autres mais pas pour lui. Et en process, ce que je fais, c'est quand j'ai mon sujet, j'ai différents éléments de fond desquels je veux parler, genre différentes choses qui sont passées,
Je sais pas encore dans quel ordre, je sais pas comment, du coup j'ai réfléchi. C'est de trouver un ordre, justement, de trouver l'angle qui me va. Donc l'angle en fait, c'est comment est-ce que je vais prendre ces éléments-là pour raconter le message que je veux raconter, enfin, sous quelle forme, et comment est-ce que ça va être structuré. Ensuite, à partir de ça, du coup, j'ai en fait, dans l'ordre mes événements, et tout le jeu du storytelling, c'est de raconter une histoire où du coup ces événements-là sont les événements de fond, les péripéties, et où l'histoire se va là-dessus pour que ce soit rythmé par rapport aux péripéties. Ok. Avec du coup l'intro qui va être, enfin, il y a l'accroche, il y a du coup l'introduction où je mets en contexte, les péripéties au fur et à mesure, blablabla, où on va chercher à susciter d'émotions, et ensuite la conclusion. Et le plus important pour justement pas décrocher entre les péripéties, c'est déjà de jouer sur les émotions, donc de jouer sur une alternance d'émotions. D'ailleurs, à l'époque où vraiment j'abusais, c'était un peu après que j'apprenne, où vraiment c'était une phrase ultra négative, une phrase ultra positive, et j'enchaînais entre les deux. Ok. C'est jouer sur les émotions, sur le contraste pour que tu sois tout le temps dedans à pas savoir ce qui va se passer derrière, et sur les liaisons entre les événements, comment tu fais le lien. Typiquement, récemment j'ai fait un post d'annonce d'un projet où j'ai lancé une agence, ce que je racontais. Et au départ, mon accroche, est justement, je joue sur le côté que j'aime pas du tout les agences. Je me souviens, je l'ai vu le post. Donc, l'accroche, c'est je déteste les agences ou j'aime pas du tout les agences, genre vraiment, vraiment pas. Et pourtant, j'en lance une. Et c'est justement pour ça que c'est une bonne idée. Et du coup, je pars en racontant mon histoire, que en fait, de base, j'ai jamais compris le principe des agences où forcément, tu n'es pas satisfait parce que tu payes plus pour que la personne soit rentable alors qu'elle recrute quelqu'un et donc ça ne pouvait pas fonctionner, etc., que c'est en fixe, qu'elle n'est pas impliquée. Mais du coup, j'en parlais avec des amis où on réfléchissait à ce problème-là, ils m'ont dit bah tiens, t'as qu'à le faire, genre si c'est si facile. Du coup, on réfléchissait théoriquement à un modèle de mon agence idéale où du coup, en fait, au fur et à mesure, je structure comment est-ce que ça pourrait être une agence idéale pour en fait arriver vers le fait, cette agence-là, moi, je voulais la rendre concrète pour tester. Du coup, je me suis isolé 2 mois pour bosser à fond dessus. J'ai pris des clients, ça a super bien fonctionné. Et pour vous rejoindre aussi, pour devenir client, tiens, prenez rendez-vous ici, qu'on discute de votre newsletter. Et en fait, tout était amené à chaque fois avec des transitions. Et tu n'as pas de moment d'arrêt dans l'histoire. Tu n'as pas une fin de chapitre et ça repart. Il n'y a aucun moment de creux, c'est vraiment tout est fluide et c'est une même histoire. Et tout s'enchaîne. Et tout n'est pas c'est pas des briques déliées. Le rôle du storytelling, c'est de lier les briques entre elles et de faire en sorte au niveau du rythme, dans la mélodie que tu racontes, que ça sonne bien et que ce soit ultra fluide. Okay. Je sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup de mal à exprimer la manière dont je processe mes posts, la manière dont je réfléchis à comment est-ce que j'organise la structure, pourquoi est-ce que ça sonne pas, pourquoi ça sonne bien. C'est plus complexe. Est-ce que tu l'as conscientisé en fait ce processus ou c'est un truc que tu fais hyper naturellement? En partie, j'ai surtout beaucoup travaillé, j'ai surtout beaucoup fait, je pense j'ai dû écrire une bonne 50aine de post storytelling maintenant. Et j'ai bouffé beaucoup de théories là-dessus. La pratique, j'ai bouffé beaucoup de théories là-dessus, j'ai lu, franchement je pense un bon millier de livres, voire plus, entre 1000 et 2000 livres, facile. Donc de base, j'avais ce terreau-là, alors qui était sur de la fiction, qui n'était pas sur... aujourd'hui, je raconte mon histoire, donc c'est un peu différent, mais j'avais déjà ce terreau-là en termes de rythmique, en termes de ça. Et d'ailleurs, maintenant, je fais d'autant plus attention aux livres quand l'écriture est bonne ou pas, quand le rythme est bon ou pas. Maintenant, justement, alors qu'à l'époque, je retenais que l'univers. Mais c'est la pratique, comprendre la théorie, après, c'est particulier, voilà, c'est aussi parce que j'ai beaucoup travaillé, parce que j'ai une manière de réfléchir différente. Précoce d'ailleurs, c'est ça, c'est pas être plus intelligent, c'est réfléchir différemment. Donc ça joue. Ok, donc là tu gagnes de l'argent pour la première fois. Oui. Donc déjà truc de fou, genre tu commences à avoir des revenus à 15 ans quoi. Ouais, alors j'ai 15 ans, mon anniversaire est un mois plus tard. Mais oui. Ouais, ok, à 15-16 ans, tu as déjà des revenus, donc hyper classe. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, c'est un truc que je me vois faire toute ma vie, ou c'est un truc où je me dis qu'il y a de l'avenir? Les deux. Ghostwriting, non, c'est pour ça que 2 mois plus tard, j'ai pivoté. Donc t'arrêtes rapidement. Mais le fait d'entreprendre oui. Est-ce que ça te conforte dans tes qualités depuis mes 12 ans, quoi. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai envie d'avoir de l'impact, j'ai envie de pouvoir créer de la valeur, de pouvoir influencer les choses positivement, notamment l'éducation qui est mon combat de vie. Pour ça, j'ai besoin de moyens. Et même si j'adore l'écriture, à part et encore, même en devenant milliardaire par l'écriture, ce qu'une seule personne a réussi à faire, J.K. Rowling. Oui, c'est ce à quoi je pensais. et c'est la seule, et même comme ça, tu n'as pas non plus une influence démesurée. Tu ne peux pas vraiment non plus avoir un impact extrêmement grand. Et l'entrepreneuriat est le seul moyen pour avoir cet impact, qui est à ma portée, pour avoir cet impact-là. Donc je savais que j'allais partir là-dedans. Ok, trop bien. Et du coup, tu arrêtes ce truc de ghostwriting parce que ça te plaît plus trop. Qu'est-ce que tu fais après?
Bah, du coup, comme je l'ai dit, je me lance à fond dans le storytelling, j'apprends à fond le storytelling et l'IA, et je me lance dans l'IA. Ok, du coup, tu restes sur LinkedIn, tu restes dans l'écriture de posts, mais cette fois pour toi, c'est ça? J'écrivais déjà pour moi, j'ai pas arrêté d'écrire pour moi. Ok, mais là, je veux dire, tu te focuses que sur toi, t'arrêtes d'écrire pour les autres? Il me focus sur l'IA. Ok, donc tu te focuses sur toi et tu choisis un domaine, Exactement. l'IA. Mm. Ok. À ce moment-là, est-ce que tu es le seul à parler d'IA sur les réseaux? Je suis l'un des premiers, parce que ça arrive, je commence à en parler un peu avant, enfin j'ai dit janvier, je commence à en parler à peu près mi-novembre, mi-fin novembre, donc juste un peu avant que ChatGPT sorte, où on a déjà les premières versions de Midjourney, et où ça commence à devenir accessible au grand public. Mhm. Donc à ce moment-là, en fait, tout le monde va commencer à en parler à partir de mars, avril, etc. Et moi, je commence à en parler dès ce moment-là. Ok, du coup, tu es un peu le premier à en parler. Et c'est quoi que tu vois de si incroyable pour l'avenir dans cette technologie? Le principe fondamental même qu'on crée une technologie qui soit capable... Parce que la révolution industrielle a remplacé le travail physique de l'homme, ou en grande partie. La révolution industrielle de l'IA, et enfin, aussi de la robotique en partie, mais de l'IA, va remplacer le travail mental de l'homme. Tout ce qui est de la réflexion, tout ce qui est... Alors, pas la prise de décision pour une question de responsabilité, mais toutes les fonctions cognitives où on a besoin de réfléchir, avaient de la valeur parce qu'on n'avait pas encore, parce que la partie manuelle était automatisée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les métiers dans les bureaux, les bullshit jobs, sont payés plus que par exemple des métiers manuels comme mettre des briques sur un mur, quoi. Ouais. Parce que mettre des briques sur un mur, on peut faire un robot qui le fait, alors que pour l'instant, les bullshit jobs, on n'avait pas de choses capables de le faire. Mais l'IA, justement, est une révolution qui va complètement, enfin, avoir le même impact que la révolution industrielle sur les métiers manuels, mais là, du coup, sur les métiers mentaux, sur les métiers intellectuels. Ce qui a un impact absolument démesuré. Dans une société tertiaire comme aujourd'hui, ça va absolument, enfin, je n'ai absolument aucune idée d'à quoi va ressembler le monde dans 20 ans. Par l'IA et aussi la robotique et aussi tout ça. Ok, du coup, ça c'est une réflexion que tu te fais à 15 ans, enfin 16 peut-être? Ouais, 16 ans. Voilà. Ok, du coup là tu te dis, enfin t'as un peu cette vision de dire ah l'IA, il y a vraiment un truc à aller creuser là-dedans. Ça faisait, encore une fois, même depuis un peu plus jeune, je me suis intéressé au code un peu plus tôt. L'un de mes regrets principaux d'ailleurs est de ne pas avoir appris le code plus tôt. Je commençais à m'intéresser un peu, etc. Même l'IA, même du coup la robotique. Et ouais, je le sais pas encore à ce moment-là, mais je sens un peu le truc, quoi. Je sens que ça c'est huge quand même. Ça va quand même changer pas mal de choses. Ok, donc tu sens qu'il y a un truc. Et du coup, tu te lances dans l'IA, tu te spécialises un petit peu là-dedans. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu rapidement ton évolution jusqu'à là où tu en es aujourd'hui? C'est 3 ans, c'est long. Ouais, je sais, mais rapidement les grandes étapes par lesquelles tu passes. J'ai un peu tout exploré dans l'IA. Au départ, du coup, juste j'apprends ce que j'apprends. Enfin, pendant 3 mois, vraiment, je bouffe de l'IA 15 heures par jour pour apprendre, pour attraper, pour comprendre la technique, pour comprendre comment s'en servir. Mais je veux pas être juste un mec qui donne des prompts. Je veux vraiment comprendre comment ça fonctionne, comprendre qu'est-ce qui est en train d'évoluer, pourquoi est-ce que maintenant on peut s'en servir le grand public et pas avant, etc. En termes de coûts, aller plus loin. En fait, vraiment faire le lien entre les ingénieurs et le grand public, pas juste être quelqu'un du grand public qui les enseigne. Donc, je prends vraiment 3 mois pour apprendre tout ça et du coup partager ce que j'apprends. Et derrière, j'ai l'opportunité par Antoine BM, qui est un ami, qui veut lancer une formation sur l'IA, qui sent le truc, où du coup je fais ma première formation et je me rends compte qu'en fait ça fonctionne bien, je sais le faire, j'ai quand même des trucs intéressants à partager et les gens sont contents, plus que contents du résultat. Derrière, je bosse aussi avec un autre youtubeur que j'aime beaucoup, Mathias Montavon, qui est aussi devenu un ami entre temps. Et pareil, encore une fois, les gens aiment bien, les gens sont réceptifs et j'apporte de la valeur. Donc derrière, je décide de lancer ma propre formation pendant quelques mois. D'abord que je vends par moi-même, puis ensuite je vends, je suis accompagné, je fais des webinaires pour le vendre. Mais j'arrête après quelques mois parce que je ne suis pas aligné. Alors ça reste aujourd'hui la source d'argent la plus rentable que j'ai eue. C'est-à-dire que ouais, les formations t'impriment vraiment de l'argent et beaucoup. Ouais. Mais j'étais pas aligné parce que dans mon contenu, la manière dont je décrivais le contenu, en tout cas à l'époque, surtout sur mes newsletters, c'était que chaque semaine, en gros, j'apprenais, je me lançais à fond dans un sujet et ensuite je le partageais sur ma newsletter. Mais du coup, en vendant une partie de ce que j'apprenais de manière payante, j'étais pas aligné sur ok, est-ce que ça je peux le partager de manière gratuite, comment est-ce que je dois l'écrire, etc. Et j'arrivais pas avec ça, enfin j'arrivais plus avec ça, avec ce modèle-là, j'étais plus à l'aise, du coup j'ai arrêté. Entre-temps, à ce moment, à ce moment-là, vers mai, un peu avant même, en fin de mars, si je ne dis pas de bêtises, début mai, j'ai l'opportunité de faire la première conférence de manière random, ça s'organise 2 semaines avant, dans un truc en plus énorme, un séminaire d'entrepreneurs à Méribel où il y a 500 entrepreneurs, il y a 20 conférenciers professionnels, un truc qui coûte 3000 balles pour les participants, vraiment un truc énorme. Et je me retrouve 2 semaines avant être rajouté dedans par un contact que j'ai rencontré comme ça, qui me dit tiens, 2 semaines il y a ça, vas-y viens, enfin bref. Une histoire assez rocambolesque. Et je trouve faire la première conférence.
je suis en full impro, j'ai pas préparé parce que je suis quelqu'un de beaucoup trop audacieux à l'époque, on va dire. Mais ça fonctionne, non? Ça fonctionne. Déjà, je me rends compte que j'adore ça, que devant la scène, c'est l'endroit où je suis le plus à l'aise et où je kiffe le plus, avec les projecteurs dans la gueule, à voir justement une foule de gens devant qui attendent que je parle. Et d'ailleurs, le petit instant quand tu montes sur scène, que tu regardes les gens, qu'ils attendent que tu commences à parler, et où tu sens ce vide qui est de plus en plus long, où tu sens ton cœur commencer à s'accélérer, etc., juste avant que tu dises ton premier mot, quelle sensation exceptionnelle. C'est, je pense, ma sensation préférée dans le monde. Et à chaque fois, justement, d'ailleurs, parfois, je la fais même un peu trop traîner parce que juste, j'aime trop ce moment-là. C'est marrant parce que c'est hyper contradictoire à comment t'étais quand t'étais petit, où t'étais réservé, seul dans ton coin, tu parlais pas beaucoup aux autres. Mais c'est pas parce que je n'aime pas parler, c'est parce que je comprenais pas les autres. Oui, je comprends, mais enfin, tu vois, on a vraiment ces deux images qui sont Ouais. hyper opposées. Et Ah, là, on a Théo qui a 18 ans, qui est, enfin, 16 ans à l'époque. 16 ans, je commençais 16 les cours ans, à 16. quand tu te retrouves à Méribel, et là, tu fais une conférence devant plein de gens et tout. Enfin, c'est complètement fou l'évolution, C'est quoi. lunaire. Et du coup, je suis ça en full impro, j'adore ça. Et là, tu te retrouves, là, c'est une vraie passion qui naît. C'est incroyable. Et c'est un vrai talent naturel. Autant l'écriture, autant tout ça, c'est énormément d'expérience. Autant les conférences, je l'avais pas vraiment travaillé. Ouais. J'ai pas vraiment bossé en plus pour ça spécifiquement. Mais en fait, les gens adorent. Je dégage une énergie, je dégage un truc sur la forme qui est très bien. Et la conférence, c'est 95% de forme. Ouais. Ce qui fait que d'ailleurs carrément, qu'il y a Forbes sur l'événement qui doivent interviewer 3 personnes, dont 2 déjà prévues et une au choix selon ce qu'elles aiment bien. Et j'étais cette personne-là choisie alors que j'étais là de manière random, prévue 2 semaines avant, que j'ai 16 ans, que je suis en impro, que franchement, c'était pas si ouf. Surtout, j'ai fait une presse qui était affreuse, que j'ai fait dans le train 1 heure avant, qui mais était c'était horrible. l'énergie, je pense qu'ils ont aimé. Bah c'est ça, et du coup, je l'ai carrément développé derrière. Ça, typiquement, je l'ai conscientisé. Du coup, qu'est-ce qui faisait ça? Du coup, est-ce que tu peux nous dire concrètement Ouais, et bah ça, maintenant, ce que qu'est-ce je qui a fait fais... que ce jour-là, les gens... Ce jour-là, typiquement, je sais pas. Je pense que je devais être en transe ou j'en sais rien. Ouais. mais maintenant, carrément, mon process là-dessus avant une conférence, c'est que une demi-heure, 1 heure avant, je commence à me mettre dans un mood. Enfin, typiquement, je sais que j'écoute de la musique corse avant les conférences, etc. Et je mange aussi beaucoup avant parce que je commence à monter progressivement en énergie. Ouais. Parce que pendant la conférence, justement, je suis dans un mode un peu comme un podcast, mais encore beaucoup plus, parce que je fais le show, en fait, je dois faire le show, et où je dégage une énergie monumentale, où je suis ultra souriant, j'ai la voix forte, etc. J'ai de la répartie de mon cerveau qui carbure à plein régime. Et là, je ne l'ai plus, mais normalement, j'ai une Whoop qui, du coup, traque toutes mes données, traque combien je consomme, etc. pour le sport. En conférence, je consomme quelque chose comme 2500-3000 kcal en 1h30. Ouais, donc c'est énorme. Ce qui est démésuré. Donc, et derrière, c'est tellement intense physiquement la prestation, quoi. Donc, Et c'est ce mode-là dans lequel je me mets qui fait la différence, où du coup je suis ultra sympathique parce que j'ai plein d'énergie, j'ai du coup la fougue de la jeunesse, etc. Et c'est qui la passion, donne le sourire aux gens. Et bien en fait, mais je crée artificiellement, je suis passionné. Tu te mets dans un mood, en fait, artificiellement, c'est un sujet qui renforce ça à fond. t'intéresse. Et tu te mets dans ce mood qui fait que tu peux la transmettre, cette passion, et qu'elle est là, quoi. Mais je me mets dans le mood comme si j'étais en train de raconter le truc sur lequel j'ai bossé pendant 50 ans, mais personne s'y intéressait. Et là, d'un coup, tout le monde s'y intéresse pour X raisons. Et je suis en mode, c'est génial, j'ai envie de partager tout ça. Et c'est un peu ce mot, c'est comme ça que je décrirais. De base, je suis passionné, mais là où encore artificiellement, presque, je le renforce à fond. Et c'est ça qui fait la différence. Ok. Est-ce que tu penses que c'est vraiment ça qui symbolise la passion, c'est ces moments de transmission? Je pense pas, parce qu'encore une fois, on peut l'écrire, ça, on peut le créer artificiellement. Donc, et alors, c'est une représentation de la passion, parce que je pense que la passion crée ces moments-là. Mais que ces moments-là, on peut les créer sans la passion. Donc, et parce que, encore une fois, c'est une question de mood. Typiquement, si je me mets dans ce mood-là, je pourrais te parler des fourmis, de comment est-ce qu'elles construisent leur fourmilière et tout, avec des murs de partout, avec une organisation de zinzin, en prenant cette énergie-là de conférence. Oui, mais ça fonctionne mieux si à la base, c'est un sujet réellement qui te passionne. Tout m'intéresse de base. Enfin, tout intéresse de base. Il suffit juste de creuser le sujet. Je pense que tu creuses le sujet, tu prépares un exposé un peu complet, justement assez loin pour comprendre. Ensuite, c'est une question de comment est-ce que tu le racontes. Mais est-ce que tu le racontes en étant timide, en étant voilà ce qui s'est passé, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Du coup, est-ce que tu penses qu'on peut rendre n'importe quel sujet passionnant et que tout le monde peut être passionné? 100%. Pourtant, il y a des personnes qui ne sont pas passionnées et qui se disent clairement, moi, il n'y a rien qui me passionne, quoi. Oui, il y a des choses qui m'intéressent, mais rien qui me passionne. Comment tu l'expliques, ça? Il y a des personnes qui n'ont pas le temps de passionner, dans le sens où, si par exemple, j'en sais rien, tu travailles 8 heures par jour, que le soir tu dois t'occuper de tes enfants, que tu as un deuxième boulot, etc. Tu n'as juste pas le temps, en fait. Et genre que c'est un boulot, pas passion, mais un boulot pour vivre. Donc tu dirais que c'est une question d'énergie à mettre dans un domaine en particulier? Non, pas que. Là, c'est du coup pour un type de personnes où juste, en fait, elles ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas la disponibilité. Mais pour d'autres qui, j'en sais rien, vont scroller ou vont juste passer le temps, peut-être qu'elles n'ont pas fait l'effort de justement aller assez loin dans un domaine
pour comprendre sa complexité. Bon, il y a aussi des questions d'à quel point est-ce que tes niveaux de dopamine sont déréglés. Bah oui, forcément, si tu es complètement shooté en permanence à TikTok, tu as un peu plus de mal à t'intéresser à un sujet complexe parce qu'il faut rester concentré, parce qu'il faut aussi investir un peu de temps avant d'avoir tes shoots de dopamine. Donc il y a ça qui rentre en jeu, mais je pense que n'importe qui prend 2-3 heures pour creuser un sujet random, bah c'est ça les rabbit holes quand on tombe dans un sujet sur Internet, peut s'en passionner. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui qu'on a de plus en plus de mal à rester intéressé à quelque chose? Oui et non, c'est vrai pour une partie de la population qui du coup est à fond, ne contrôle pas ça ou n'est pas aidée là-dessus parce qu'elle n'a pas appris à le faire. Mais il y en a une autre partie qui au contraire n'a jamais été aussi passionnée, n'a jamais fait autant de choses. Ouais. Donc ça polarise. Ok, j'ai un peu ce sentiment-là aussi, je suis d'accord. Du coup, on parle de conférences. Ouais. Donc, tu nous as parlé de cette toute première conférence à Mirabel, mais moi, j'aimerais bien que tu me dises 2 mots sur le TED Talk que tu as fait. Le TEDx. C'est plus récent, du coup, on fait un saut, ça a un peu duré 2. Bref, sur le TED. Un saut dans le temps, parce que là, du coup, j'ai 16 ans quand je fais ma première conférence, Ouais. et là, j'enchaîne, je fais des CJD, j'ai fait un salon en Guadeloupe à 16 ans. Incroyable. C'était lunaire, c'était assez incroyable. J'ai fait pas mal de choses. Entre-temps, du coup, j'ai arrêté les formations. J'ai fait un peu de coaching, mais pas non plus très loin. J'ai lancé ma newsletter aussi à ce moment-là. T'avais quel âge? 17? Newsletter, pareil, j'avais 16. C'était à 16 peu ans, près, juste un peu après avoir lancé les conférences. Ok. Donc, Et donc, c'est une newsletter, quand même, on précise, qui est spécialisée dans l'IA. Ouais, bien Et sûr. qui s'appelle Fria, si jamais ça vous intéresse. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour suivre l'IA. Et donc, à ce moment-là, j'en sais des auteurs, etc. On avance dans le temps avec les conférences et je me retrouve à faire. Je suis contacté à peu près pas loin de cette période-là, en plus, genre 2-3 mois plus tard, 4-5 mois plus tard que ma première conférence pour faire un TED Talk. Donc, on t'appelle, c'est pas même toi qui plutôt, poses ta candidature. Non. C'est vraiment genre 2 mois après la première conférence, un TED Talk qui, à la base, était censé être genre fin août, de quand j'ai 16 ans. Et t'as dit que ça venait des pépinières. Donc, ok, je fais c'est cool, pourquoi pas, je le prépare et tout. J'en ai même un deuxième qui doit a priori s'organiser, mais qui au final se fait pas. Ouais. Wow. Qui au final se fait pas, parce que l'organisation a finalement décidé de faire machine arrière. Mais du coup, je prépare ce TEDx et tout. Enfin, je prépare. Les organisateurs sont très en mode, bah tiens, faut faire ça à temps à l'avance, avec différentes étapes et tout. Ok, donc c'est très cadré quand même. Ouais, en vrai, je fais pas vraiment. Je connais pas du tout comment ça fonctionne en fait. C'est ultra cadré. Très cadré. Mais du coup, tu as des coachs et des personnes qui t'accompagnent. Ok. Bon, c'est un format particulier. Est-ce que ça t'a plu quand même cette expérience? Ou c'était trop. Ou t'étais pas assez libre? Non, en vrai, j'ai pris la liberté globalement, c'est-à-dire que j'étais en mode. À la base, je pensais même carrément le faire en impro, comme je faisais mes conférences en full impro. Full impro. En fait, mes conférences étaient structurées, c'est-à-dire que j'avais 10 bullet points pour 1h30. Quoi. Juste en gros, c'était mon fil rouge de quoi est-ce que je veux parler. Ouais. Et le reste, j'étais en impro. Donc, justement, pour apprendre les questions, pour pouvoir réagir, etc. Et parce que comme je passais mes journées dans l'IA, en fait, c'était encore plus pertinent d'être directement en interaction. Ouais. Mais du coup, c'était tôt qu'il fallait préparer un peu. Moi, je prenais un peu mon temps. C'était retardé une première fois à décembre. Puis ça a été retardé une deuxième fois à mai, quelque chose comme ça. Et c'est là où ça s'est fait. Au final, c'est quasiment 1 an, voire plus de retard. C'était assez relou, on va dire. J'étais content de ne pas l'avoir fait si tôt, finalement, de ne pas avoir préparé mon texte si tôt. Je préparais mon texte et tout, j'ai fait. Il n'a pas très bien fonctionné. Après coup, je pense qu'il n'était pas très bon. C'était ma première conférence où c'était du 100% par cœur aussi. Et bah, ça joue. En termes d'énergie, typiquement, quand je la regarde, je suis en mode, mais putain, en fait, je n'ai pas d'énergie dans cette conférence. Ouais, il y a un manque de naturel, quoi. C'est ça, j'ai pas la bonne tonalité, j'ai pas la bonne énergie, donc ça ne fonctionne pas. Mais c'était une bonne expérience et typiquement, ça m'a fait développer une compétence. En conférence, avant, je bougeais déjà les mains, mais aussi les jambes. Genre, quand la majorité des gens qui commencent, en fait, tu te déplaces, parce que tu as de l'énergie, justement, du coup, tu te déplaces. Et le TEDx m'a appris à rester stable en ayant de l'énergie. Parce que tu as un cercle rouge qu'il ne faut pas dépasser, c'est ça? C'est ça. Okay. Et alors, tu peux demander, tu peux bouger un peu, mais c'est chiant. Mais en gros, normalement, tu es censé rester stable. Et en vrai, c'était l'occasion de tester. Moi, j'étais en mode, ok, mais est-ce qu'on va pas dégager moins d'énergie? Et en fait, on m'a expliqué que non, voilà. Et donc, j'ai appris à ne pas bouger, à rester droit sur mes jambes. Et derrière, et c'est 100 fois mieux. Et derrière, du coup, dans les autres conférences, etc., ça m'a resservi. Où maintenant, je sais parler en disant un truc, en ayant justement de la prestance, en dégageant un max d'énergie, en restant stable. Et ce qui apporte un truc de crédibilité, de stabilité, même vraiment de valeur ajoutée dans le propos. Un mec qui est stable, qui bouge pas, qui est posé. La stabilité dans le propos, quoi. Mais c'est ça, et du coup, on lui accorde beaucoup plus de valeur. C'est con, on se dit, bah tiens, c'est un mec, c'est un expert, etc. Et alors qu'un mec qui bouge, en fait, il va nous perdre parce qu'il est dans son truc. Alors qu'un mec qui bouge pas, qui nous regarde, il y a le lien direct. Et ça change tout. Donc ça, je l'ai appris et en plus, je m'en suis servi peu de temps après. J'ai fait une conf devant 800 personnes alors que je pensais que ça allait être 100 personnes, mais en fait, c'était 800 et c'était ma plus grosse. Et que j'avais pas assez bien préparé, celle-là, je regrette, j'aurais pu faire mieux.
mais où du coup je me suis retrouvé sur une vraie estrade devant, en plus c'était dans une écurie, ça n'avait aucun sens, mais c'était génial. Et je me suis retrouvé, il fallait vraiment que je reste stable, quoi. Et ça a fait la différence parce que honnêtement sur le fond ma conférence était moins bien, notamment que les autres, on était 4 intervenants, mais comme j'avais cette forme-là, au final je fais partie de ceux qui ont, la majorité des gens, c'est moi principalement qui les ont retenus. Ok. Donc, et c'est ce genre de détail sur la forme qui fait la différence. Hyper intéressant. Ok, du coup là tu nous as parlé de ton expérience dans la conférence, ton expérience sur LinkedIn, dans le ghostwriting, dans ta newsletter, etc. Est-ce qu'il y a d'autres expériences que tu as fait, par exemple, bon, moi je sais que tu as créé 2 podcasts. Est-ce qu'il y a d'autres choses un peu originales comme ça que tu as créées? Les podcasts, c'était pour le réseau, c'est le cheat code du team pour parler à des gens stylés. Donc, voilà, je suis cramée, ça y est. Ça y est. Pas besoin de ça pour discuter avant. C'est vrai que c'est une bonne excuse. C'est incroyable, en termes de réseau, c'est comme ça que j'ai commencé mon réseau. Parce que mon année mon année de lancement sur LinkedIn, quand j'avais 15 et 16 ans, était dédiée au fait de me faire un réseau. Et pas tant au fait de faire de l'argent. C'était ta priorité numéro 1 ? C'était faire mon réseau. C'était le plus important pour toi d'avoir un réseau que de faire de l'argent ? Ouais, c'est ça la priorité. D'accord, c'est intéressant. Est-ce que c'est ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait entreprendre aujourd'hui ? Si c'est un mec jeune qui veut apprendre, ouais. Okay. Si c'est un mec déjà implanté et qui a des contraintes financières, pas forcément, ça dépend ce qu'il peut se permettre. Mais si on peut se le permettre, ouais. Ok, hyper intéressant. Ok, et du coup voilà, donc ce podcast pour te permettre de faire un réseau. C'est vrai, qu'est-ce que j'ai fait d'autre de marrant ? Ouais, des trucs un peu originaux. Instagram, tu t'es lancé assez tard, mais c'est pas trop. Ça fait 2 ans que je procrastine, ça fait 2 ans que je veux le faire. D'accord. Mais au moment où on enregistre, du coup, la première vidéo de Daily Post est sortie hier sur un nouveau format. Sur Théo Leblanc, Théo.-Leblanc. Donc pour voir les vidéos, justement, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'IA pour me créer des avatars qui donc sont des caricatures de personnages réels et très clivants, donc Trump, Greta Thunberg et Senku, qui est un personnage d'animé de Dr Stone, qui est du coup un scientifique, pour avoir un côté économique, un côté écologique et risque, et un côté scientifique. Et du coup, pouvoir les faire interagir en ayant chacun leur opinion très tranchée sur des sujets comme, j'en sais rien, une nouvelle IA, comme ChatGPT, comme plein de sujets sur l'IA en fait. Où moi, du coup, je suis le gars qui pose les questions, qui est le gars genre central, mais en fait, c'est les IA qui ont le truc ultra tranché et qui ont les connaissances sur les sujets ultra spécifiques. Du coup, ce qui crée un vrai truc de dynamisme et de débat où en fait, selon ton avis, en fait, tu te rends compte que c'est pas noir ou tout blanc. Ou typiquement, là, j'ai préparé une vidéo sur les petites amies virtuelles avec de l'IA, ce qui fait un cache de zinzin, mais qui est absolument horrible éthiquement parlant et qui est un vrai problème dans notre société. Et où tu as du coup la caricature, le chibi Donald Trump qui est en mode ouais, mais les gars, calculer 2 millions fois $15 par mois, ça fait un résultat de zinzin, ça fait $30 millions par mois, c'est absolument exceptionnel. Ouais. Et puis tu as Greta qui fait ouais, mais c'est 2 millions de personnes addictes. Mais du coup, Senku qui met en avant qu'en fait, le problème, c'est pas forcément la technologie, du coup, mais c'est plus le fait qu'on n'a jamais été aussi isolé. Et du coup, ça crée un truc de discussion et de dynamisme que j'aurais pas en étant tout seul. On verra comment ça fonctionne. Honnêtement, j'ai jamais vu ce format ailleurs. Les personnes avec qui j'en parlais, mes amis créateurs, étaient en mode en vrai, ça peut être très cool, genre c'est sympa, il y a vraiment un truc à faire. Mon monteur trouve que ça rend bien, qu'il y a vraiment un truc à faire aussi. Au moment où l'épisode sortira, on saura peut-être si ça fonctionne bien ou pas. Mais donc vous verrez si les stats sont de quelques milliers de vues, dans ce cas-là c'est un flop, ou si c'est déjà du 30-40 000 vues par vidéo. Voir si c'est à 500 000 vues par vidéo, et dans ce cas-là c'est génial, je suis parti à Dubaï et je vis sous les cocotiers. Et tu t'égares un petit peu. Il y a un truc sur lequel j'aimerais rebondir. Tu nous as parlé du fait, aujourd'hui les gens sont plus isolés. Donc toi, bon après c'est un peu ta personnalité aussi, mais t'aimes bien travailler seul, tu te ressources quand t'es seul. Je suis introverti. Introverti, extraverti, c'est pas qu'on n'aime pas voir les gens, mais c'est juste qu'on tu te ressources quand t'es seul. Introverti, tu te recharges quand t'es seul. Extraverti, tu te recharges en voyant les gens. Ok, du coup là t'es beaucoup seul, tu travailles beaucoup seul chez toi, etc. Ouais. Est-ce que c'est un truc qui te pose problème ? Est-ce que tu te vois comme ça continuer à travailler pendant l'avenir ? À travailler de cette façon-là, ou est-ce que vraiment tu as envie de faire un truc plus tourné vers l'humain, plus tourné vraiment vers les relations humaines et vers peut-être, pourquoi pas, des associés, ou réellement un groupe de personnes avec qui tu pourrais travailler physiquement ? Du coup, je suis associé depuis quelques mois à quelqu'un qui m'a rejoint sur ma newsletter, qui est Nathanaël Goujon, ou Gouron, je ne sais pas comment on dit, qui maintenant du coup, est associé à 50% sur l'agence. Sur le fait de travailler seul, fondamentalement, travailler seul, c'est pas le problème, c'est quand on est tellement seul, on travaille seul et qu'on voit pas de gens en dehors. Typiquement, le métier de la création de contenu est un métier qui paradoxalement est très très seul.
dans le sens où en fait tu crées du contenu qui est tous les jours vu par des millions de personnes, mais tu vois jamais de personnes. C'est toi qui gères ta caméra, c'est toi qui fais Ouais. dans un truc où tu as des cadreurs et des machins. Mhm. Et sinon c'est toi qui gères tout seul, tu fais ton montage, etc. C'est un métier qui est très isolé. Et c'est pour ça notamment que j'ai des amis créateurs qui ont créé un groupe qui s'appelle Le Navire, qui est une asso de créateurs de contenu, qui est une excuse pour faire des soirées entre potes créateurs de contenu. D'accord. Mais du coup, Donc, en même tu temps, ça fait un peux- petit réseau, ça s'en va. Ça fait du réseau, mais c'est aussi, en fait, tu parles avec des gens qui ont les mêmes problèmes, et Ouais. puis avec qui du coup tu peux échanger sur les mêmes problématiques, et tu rencontres des gens en fait. Mhm. Donc, et comme c'est pas non plus un truc que tu es en mode full divertissement, si tu es un peu obsédé par le travail, ça te permet d'avoir un peu une excuse pour aller rencontrer des gens et faire du social. Et puis même ça reste cool, quoi. Donc c'est un métier qui est très seul. Honnêtement, surtout vu que j'ai des dérogations médicales qui me permettent de ne pas aller physiquement en cours à l'ESSEC, je rencontre très peu de gens, et on en parlait d'ailleurs dans le podcast où c'est une problématique que j'ai aujourd'hui. Ça te manque un peu quand même, du coup, tu le sens. Oui et non en fait. C'est-à-dire que si je bossais au quotidien avec des gens, je pourrais pas bosser je pense plus de 5-6 heures avant d'être juste mort. Parce qu'en plus de base je peux pas bosser, je suis pas capable de bosser 12 heures par jour, mon cerveau carbure très vite mais du coup fatigue avant. Ouais. Je suis plus efficace mais je peux pas faire une journée de 12 heures, c'est impossible. Mhm. Donc où je bosse vraiment à 2 à l'heure. Et travailler par exemple en permanence avec des gens me fatiguerait d'autant plus. Mais j'essaye, notamment quand c'est l'été comme ça, de m'organiser, de voir plus de gens, etc. Typiquement, je me suis inscrit à un truc récemment qui s'appelle le Sports Founder Club, où tu rencontres de manière aléatoire, en gros, d'autres fondateurs d'entreprises dans ta ville pour aller faire du sport avec eux. Donc là, le lundi, je vais me faire un ping-pong avec un gars qui a un média sur la sympa. food. D'accord. Et donc, voilà, c'est marrant. C'est hyper Donc, cool comme concept, j'aime beaucoup. Ouais, en vrai, eux, ils prennent 30 balles je crois que c'est 10 balles par mois pour juste faire des mises en relation automatiques avec un algorithme. Le business model est juste zinzin. Ils ont rien à faire. Ça m'inspire beaucoup. Mais en vrai, c'est cool, ça permet de rencontrer des gens. Donc, aujourd'hui, c'est une problématique qui existe. Ouais. Mhm. Ouais, c'est marrant, c'est un peu paradoxal parce qu'en fait, créer du contenu, comme tu nous l'as dit, c'est un métier qui est très, très solitaire. Alors que tu Mais- parles à des millions de gens. Alors que tu parles à des millions de gens, mais en fait, il y a aussi un côté où pour être créatif, il faut que tu sortes de chez toi, il faut que tu rencontres du monde. Oui et non. Tu Je penses suis pas pas d'accord. Ah ouais. C'est l'une des manières d'avoir de l'inspiration. Ouais, Je en tout suis cas, pas moi, c'est un partout. truc qui m'inspire beaucoup, tu vois. Dans le sens où oui, tu peux être inspiré, même d'ailleurs uniquement par les rencontres avec les gens, Mhm. mais c'est pas la seule manière de l'être. Tu peux être inspiré en lisant des livres, tu peux être inspiré en regardant du contenu, tu peux être inspiré en jouant à des jeux vidéo, tu peux être inspiré en faisant du sport. Ouais, je comprends. Mais enfin, tu vois, notamment toi, dans ton cas, beaucoup de storytelling, tu racontes des histoires. Et je trouve que le fait de rencontrer des gens qui ont une histoire, qui te racontent leur histoire, tu vois, c'est Les gens là où racontent peut-être très ça mal peut leur histoire. Hein. t'inspirer. Les gens savent. C'est pas une compétence qu'on développe, parce que les gens Oui, mais savent c'est pas les parler d'eux. émotions quand ils racontent leur histoire. Moi, je sais pas, c'est beaucoup plus dans du contenu ou dans des livres que je vais Ok. pouvoir m'inspirer, enfin sur le storytelling pur que je vais pouvoir D'accord. m'inspirer. Quoi. Ok, je comprends. Ou moins en vivant des trucs. Mhm. Et d'ailleurs, c'est le problème au départ quand on veut créer parfois quand on crée du contenu et qu'on se dit en mode j'ai rien à raconter, commence par vivre des trucs. Ouais. Si tu vis des trucs, tu auras des trucs à raconter. Et genre deviens yes man, j'en sais rien, va faire des trucs Et comment random. et comment tu commences pour vivre tes Je trucs? sais pas, typiquement à l'époque, en plus quand je cherchais à faire mon réseau, vraiment je disais quasiment oui à tout, je fais des trucs qui peuvent paraître bizarres, mais où vraiment j'osais un peu tout faire. Quoi. J'allais à des soirées d'entrepreneurs alors que j'avais 16 piges. Et que tu connaissais personne, Ouais, j'imagine. c'est Enfin, pas ouais, vraiment. c'est ça. Alors du coup, il y avait des têtes que j'ai déjà vues sur les réseaux et qui m'avaient potentiellement déjà vu. Mm. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens qui me disent, c'est des gens réels. Ouais, c'est ça, ça doit être fou de se rendre compte de ça, quoi. Tu vas à un salon et tu rencontres des gens, c'est « Ah, c'est vous !» Ça, c'est encore qu'on voit. particulier. Mais Ouais, enfin, là, un salon, typiquement, une soirée. c'était ma première soirée justement un peu de networking LinkedIn où je venais d'avoir 16 ans, quoi. Je crois que j'avais encore 15 ans à l'époque, et qui était une Founders Night. Et en fait, c'était la première fois que je rencontrais des gens qui me reconnaissaient. Et genre, j'étais reconnu par tout le monde. Et j'étais en mode, waouh, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est irréel, quoi. Ouais. Et où genre les gars que je suivais et qui m'inspiraient de fou, j'étais en mode c'est des gigastars, j'étais en mode ah bah ouais ça va Théo, j'étais en mode, mais comment tu me connais Ouais. mais toi, tu es là, moi je suis par terre quoi. Et en fait je me rends compte que là ouais t'as de l'impact, t'es vu par les gens, t'es lu, ils aiment bien ce que tu fais et c'est réel quoi. Ouais, ça doit être tellement gratifiant. Ça, les conférences, c'est ce qui est encore plus gratifiant. Mais Mhm. ouais, quand tu te fais reconnaître, typiquement c'est Vivatech où je me fais un peu reconnaître parce que c'est sur la tech. La dernière fois, c'était en rentrant de Vivatech dans le tramway où tu as des personnes qui viennent me parler et genre qui étaient une fondatrice d'une startup qui est giga cool. Au final, je suis revenu les voir, je les ai recroisés récemment, mais de manière random, elles m'ont reconnu. Du coup, ça a engagé la conversation dans le tramway. Alors là, j'étais vraiment exposé parce que c'était la fin de journée, mais c'était cool quoi. Ok. Et ça, quand ça arrive, c'est génial. Ok, hyper intéressant. Et du coup, dans ce que tu fais aujourd'hui, c'est quoi que t'aimes le plus et c'est quoi que t'aimes le moins? J'imagine que le côté un peu solitaire,
Même si c'est là où Mais tu non, c'est cool, performes le mieux. j'aime bien le c'est- côté solitaire. Ok. Ce que j'aime le plus, les conférences, c'est même plus, genre, je considère comme un passe-temps, dans le sens où, alors, ça va être très prénom, mais l'argent de poche, dans le sens où c'est pas assez pour en vivre et faire des projets, ce sera assez pour en vivre honnêtement, Ouais. mais c'est pas assez pour, enfin c'est pas un truc qui me permettrait d'accomplir mes ambitions, d'assouvir mes ambitions, mais on va dire dans mon travail, j'aime bien, j'adore faire la caméra, dans le sens du coup filmer les vidéos, etc. J'aime beaucoup la caméra, j'aime ça. Les calls, c'est un peu ce qui m'emmerde. Donc, parce que faut parler à plein de gens où tu racontes souvent la même chose en fait. Et c'est presque mécanique, c'est un peu relou. Ok. Mais bon, ça fait partie du taf. Mhm. Donc j'ai resté ça, les deux, genre ce que j'aime vraiment et les trucs j'aime moins. Ok. C'est quoi tes ambitions? À quel horizon? Tout comme tu veux. Alors là, c'est compliqué, on peut en avoir pour plusieurs heures. C'est l'équivalent de 15 ans de réflexion. Donc, Fais-nous un petit résumé. à 5-10 ans, c'est devenir la référence francophone sur l'IA pour me servir de ça comme levier pour pouvoir lancer des dizaines de projets dans l'IA. Et ensuite, derrière, dans la tech, plus loin. Enfin, du coup, lancer des dizaines de projets dans l'IA en ayant quelques-uns. Quoi comme projet? J'en sais rien, une application qui remplacerait Duolingo en faisant un truc boosté avec de l'IA pour faire un professeur particulier sur mesure qui du coup casse complètement les inégalités et rendrait les professeurs particuliers accessibles à tous et permettrait de vraiment accompagner les études. Ça pourrait être une agence qui fait la transcription automatique des livres les plus lus en livre audio parce que le marché des livres audio est minuscule en termes d'offres par rapport à la demande. Je suis d'accord. Il y a des dizaines de trucs en fait, vraiment des idées, j'en ai plein. Comment tu fais pour avoir autant d'idées? Tu te laisses l'esprit ouvert. Ok, enfin du coup j'imagine tu regardes pas mal de trucs puis après tu te dis... Même pas, juste dans la vie en fait, tu fais des trucs typiquement les livres audio, c'est parce que moi j'écoute pas mal de livres audio. Ok. Et j'étais en mode, ça m'emmerde ça, genre c'est en livre écrit, j'aimerais bien l'avoir en livre audio, ça n'existe pas, il y a trop peu de fiction en livre audio. Et du coup là tu penses directement en termes d'entrepreneuriat, tu te dis mais en fait ouais ça pourrait être un projet que je monte plus tard quoi. Alors pas que je monte, mais genre je réfléchis tout le temps en permanence à comment est-ce que ça fonctionne. Problème, solution quoi. Ouais, ou même simplement, typiquement, l'anniversaire de ma petite soeur est un trampoline park. Je suis en mode, tiens, je me demande en termes de business model comment ça fonctionne. Ok, c'est ouf. Donc, Okay. mais bon. Ouais, c'est un peu cet esprit d'analyse non-stop. Ouais. Ok, intéressant. Intéressant. Qui est-ce qui t'inspire? Oh là, beaucoup de gens. Des sportifs, beaucoup. Alors, sportifs de haut niveau. Non, mais il fallait ce que j'aurais adoré sportif. Du coup, les écrivains, ce que j'aurais adoré être écrivain, genre juste de ça. Pourquoi tu parles au passé? J'aurais adoré. Enfin, tu peux encore l'être, quoi. Ouais, mais c'est pas le chemin de vie que j'ai décidé de suivre. Après, on sait jamais de quoi la vie est faite, tu vois. Enfin, quand tu seras Je vieux, serai pas sportif retraité. pro. Oui, dans le sens, ce sera pas ma carrière principale. C'est ça que je veux dire. D'accord. Et typiquement, sportif, j'aurais surkiffé, mais j'ai pas pu, quoi. J'ai pas le corps pour. Plus jamais le talent, mais bon. C'est quoi qui t'attire autant dans le sport de haut niveau? Déjà, le sport en lui-même. Et le fait de dépenser physiquement? Non, le fait de tout mettre en place pour gagner. Enfin, je suis ultra compétitif. Pour gagner un jeu. Enfin, le principe du sport. Les sports qui m'emmerdent, c'est les sports où tu fais une action pour faire une action. Genre courir, tu cours pour courir, ça n'a pas de sens. Du volleyball, du football, etc. Tu cours dans un objectif. Le football, tu cours, tu tires. Mais pour mettre le ballon à un endroit précis. Et en fait, du coup, tu as plein de trucs, tu as plein d'étapes intermédiaires, etc. Tu as plein de stratégies, tu as plein de choses. Le volleyball, c'est pas juste tu te jettes par terre, c'est pas juste tu lances tes bras vers le haut. C'est en fait, tu calcules par rapport à la trajectoire de la ballon, à quel endroit tu dois l'envoyer pour qu'ensuite elle soit renvoyée, pour qu'ensuite tu sautes. Mais c'est pas juste pour sauter vers le haut, c'est pour sauter à une bonne position, etc. Mais tu vois, un Et ça, je trouve ça marathonien, génial. il ne fait pas que courir. Il court avec souvent un objectif de chrono. Et en fait, tu as toute une course à gérer. Le mouvement est l'objectif final. D'accord, donc toi c'est le mouvement. Enfin, l'action elle-même est l'objectif final. Et Ok. j'ai fait plein de sports comme ça, j'ai fait la natation, j'ai fait du vélo, etc. Mais juste, je suis pas dedans, alors que Ouais. du tennis, du ping-pong, du Ouais, ok, donc avec volleyball, du une waterpolo. balle, un truc qui va quelque Ouais, part, ou quoi. même, Ok. même sur tous les trucs comme ça où ça va plus loin. Ouais, tous les sports de balle, tous les sports de raquette, déjà, j'en suis amoureux. Ok. C'est vraiment tous. Et ça, de base, le sport en lui-même, je trouve ça juste génial, quoi. C'est un jeu qui est sportif, où tu te dépenses, etc. Où C'est c'est la vraiment un jeu, je compétition. suis d'accord. C'est incroyable. Et en plus, dans l'aspect sportif pro, le fait de justement faire du sport, de faire ça, mais devant des gens qui viennent pour te regarder, c'est là en fait où aussi il y a ce truc-là où j'adore être devant la caméra, j'adore qu'on me regarde, etc. Et je suis meilleur d'ailleurs sous pression, je suis meilleur quand
je suis bien meilleur en confiance quand je sais que je suis regardé par 1000 personnes plutôt que par 100 personnes. Ah ouais, d'accord. Ce qui est particulier, la majorité des gens, c'est l'inverse. Ça fait une différence pour toi, le nombre de personnes dans 100%. l'audience? Parce que tu vois, tu pourrais te dire, je devais donner la même passion, la même énergie qu'il y ait 3 personnes ou qu'il y en ait 500. Oui, mais théoriquement, tu te dis ça, mais en pratique, parfois, justement, tu as des gens, c'est l'inverse. Il y en a pour 3 personnes, ils vont être plus à fond, pour 1000, ils vont avoir le trac. Ouais. Moi, plus il y a de gens, plus il y a d'enjeux, plus mon cerveau, du coup, se met à fond dedans. Oui. Et... Plus c'est compétitif, plus tu te dis. Ouais, parce que, je sais pas si c'est la compétition, mais plus il y a d'enjeux, plus je suis à fond dedans. D'accord, ok. Et alors, je me donne quand même à fond, mais inconsciemment, j'en sais rien où je vais être brûlé ou j'en sais rien. Mais, et donc, il y a ce truc-là qui joue. Et ouais, le sport, le fait de genre, faire un match de volleyball et que tu as 300 personnes qui viennent pour te regarder, pour t'encourager, pour que tu gagnes. Ouais. Mais c'est zinzin. Ah, mais je te confirme, hein. Je te confirme. C'est incroyable. Le fait de faire du sport devant une audience, etc., je suis aussi fasciné par l'audience. Voilà, j'ai ce truc-là. Ouais. C'est aussi des émotions de fou que tu partages avec le public et ouais. tout. Donc, le fait, tu joues un match, tu marques un but, tu vas célébrer, t'arranges le stade et tout. Incroyable! Ok, je comprends. Il y a ce truc-là aussi dans le sport de haut hyper niveau. Cool. Bon, du coup, ma question de base, c'était pas ça du tout, c'était qui est-ce qui t'inspire? C'est quoi un peu tes sources d'inspiration? Du coup, on est parti d'inspiration? sur les sportifs pro. Ok, donc les sportifs pro. Ouais, en vrai, sportifs pro, Les les entrepreneurs. Ok. Entrepreneurs, je peux nous en citer 2-3 qui te passent par la tête? C'est un les plus grands, Elon Musk, Richard Branson, enfin encore. C'est même Elon pas Musk, inspiré. Ah ouais, il est chaud. Autant l'humain. Bon, voilà, ouais. Ah, mais... Est-ce que tu dissocies l'humain de la réalisation entrepreneuriale? Ce qui fait entrepreneuriat m'inspire, si tu veux. D'accord, ok. Donc, c'est différentes composantes, quoi. Même, j'en sais rien, un sportif peut être très bon en sport, peut être très bon en entrepreneuriat, mais être une bonne personne, ou au contraire, être une mauvaise personne. Enfin, tu as différentes parties de la vie d'une personne, quoi. Surtout, autant sur des relations, c'est différent, autant sur l'inspiration, un gars peut t'inspirer pour un truc qu'il fait, pas pour le reste. Donc, typiquement, Elon Musk, ok, l'humain, chacun son avis, je ne suis pas spécialement d'avis. Ce qu'il fait d'un point de vue business, objectivement parlant, c'est monstrueux. Oui. Ok. Alors depuis qu'il y a des magouilles avec Trump, c'est un peu moins inspirant dans le sens où en fait il y a des moyens qui sont mis en place qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Mais sur le reste, genre tout ce qui se fait avant notamment, oui il y a plein d'histoires en mode ok c'est pas lui qui l'a fondé, il a rejoint etc. Ok mais qui d'autre a été capable de faire ça quoi? Qui d'autre est capable de partir sur une boîte, de la rendre ultra rentable, de la développer, de créer une audience si forte, de créer une image si forte que la moindre parole influence des marchés boursiers, qu'il arrive à faire d'une marque de voiture qui est bien, mais pas non plus démesurée, genre 4 fois plus valorisée que les autres marques de voiture, alors qu'elles ont 100 ans d'expérience, 100 ans d'ancienneté. Et non, ça impose le respect de sa manière dont il a de forcer de tordre la réalité, quoi. Ok, donc les entrepreneurs, les sportifs, les écrivains. Ouais, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment 2-3 personnalités en tête, tu vois. J'ai des personnalités que j'aime bien, genre Mbappé, typiquement. Gars, je trouve. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le foot. Même au-delà du foot, c'est comme si je te dis, j'en sais rien, putain, Léo Marchand, un truc comme ça. Enfin, c'est pareil, c'est pas parce que tu as un a priori négatif sur le sport qu'est le football. On ne parlera pas de ça ici. Ouais, mais typiquement, Kylian Mbappé, ce qu'il fait, c'est monstrueux. C'est depuis le départ, il annonce qu'il a cet objectif, il veut devenir le meilleur. Voilà, t'es bon, t'es pas bon, t'es là, t'es pas là, voilà, c'est tout. Il dit des trucs, il assume ce qu'il dit, parfois il est moins bon. Je pense qu'il n'a pas toujours très bien géré sa communication, notamment auprès du public français qui n'aime pas, par rapport notamment au public américain. S'il te plaît, je veux pas une dissertation sur Kylian Mbappé. Mais là, je parlais du coup de comment est-ce que les gens perçoivent la réussite et du coup le fait, la confiance en soi, typiquement. Ou typiquement, ok, annoncer que ouais, tu te sens confiant et que ok, c'est toi qui décide, c'est toi l'impact majeur qui va faire que potentiellement vous allez gagner ou pas. Bah, si c'est le cas, c'est pas, les gens ont une image très négative et je l'ai vécu aussi où je sais que j'ai j'ai extrêmement confiance en moi. Parfois, je Tu lui as dis. extrêmement confiance en toi? Ouais. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, depuis des années, etc. Et c'est un truc où j'ai une confiance en moi extrêmement grande, j'ai une très bonne estime de moi, et parfois j'en ai parlé, et les retours presque automatiques, même quand je parle de mes ambitions, etc., les retours presque automatiques, c'est que ça fait peur, c'est que pour qui est-ce que je me prends à dire, voilà, pour avoir cette confiance en moi, à annoncer des ambitions publiques, c'est que si je réussis, c'est que je prends la réussite des autres. Qui est une image très particulière qu'on n'a qu'en Europe, qu'on n'a pas en Amérique. Et tu l'as construite comment, cette confiance en toi? Elle repose sur quoi, en fait? Sur ce dont on parlait au départ, sur l'identité que j'ai construite en étant différent, en étant précoce. Ou en mode, les trucs que je fais, voilà, où c'est comme ça, mais j'ai construit mon identité là-dessus. C'est marrant parce que ça aurait pu faire tout l'inverse. Ça aurait pu justement te donner une super mauvaise estime de toi. C'est l'entourage, c'est le fait d'être suivi par un psychologue pendant 7 ans, c'est le sport, tout ça qui a permis de construire ça.
Ok. Et j'ai eu énormément de chance, hein, j'en suis conscient. Mhm. Ok. Et si aujourd'hui tu pouvais donner un conseil à une personne qui n'a pas confiance en elle, qui a une faible estime d'elle-même, qu'est-ce que tu lui dirais? Fais des trucs qui donneront confiance. Regarde les gens où tu t'es en mode putain, c'est incroyable ce qu'il fait. Bah, fais pareil, tu te rends compte que c'est pas forcément. Enfin, genre que tu peux le faire aussi. Mhm. Et la confiance, elle va arriver, quoi. Ok, intéressant. C'est quand le moment où tu as été le plus heureux dans ta vie? C'est une bonne question parce qu'il y a plein de types de moments différents où j'étais heureux. C'est des types de bonheur différents. Ok, Typiquement, cet instant-là, justement, avant de démarrer une conférence, c'est un bonheur d'accord. énorme. La célébration d'un match de foot après un match hyper important, c'est pareil, des émotions excessivement fortes qui sont uniques. Mhm. J'en sais rien, mais des moments en famille très simples peuvent aussi m'apporter un bonheur très grand, mais qui n'a rien à voir et qui est incomparable. C'est compliqué à répondre comme question. Ok. Ok, il n'y avait pas par exemple une période où tu t'es vraiment dit ah là je me sens vraiment à ma place, ça y est j'ai trouvé ma mission de vie quoi. Oui et non, en fait, parce que ça dépend. Parfois, tu as des semaines où tu es bien, où tu es nickel, tu as un moment où c'est plus dur. Oui bien sûr, bien sûr. Du coup, tu as plus des instants en fait, Ok. qui sont extrêmement forts. Du coup, c'est plus des instants d'émotion. Ok, plus que par période vraiment. Ouais. Ok. Ok, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Probablement il n'y a pas longtemps, parce que je pleure assez souvent. Mhm. Probablement un extrait de film où il y avait un chien qui mourait. Rigole, c'est automatique. Un animal qui meurt dans un film, dans une vidéo, surtout un chien, je pleure. Ah ouais, Bref. d'accord. Plus que les humains d'ailleurs. Je ne savais pas, je ne savais pas. Ou quand quelqu'un pleure, et un Mhm. potentiel émotionnel, genre j'ai une carapace, mais typiquement quelqu'un qui pleure, je vais me mettre à pleurer. Ok, Donc, bon. une empathie un peu extrême. Ouais, et paradoxalement, alors que je vais pas comprendre pourquoi est-ce qu'elle pleure. Par exemple, je suis en mode, t'as pas de raison de pleurer. Genre, ok, enfin, et typiquement, genre, moi ça m'arrive, c'est en mode, un truc mal m'arrive, bon ça m'arrive, point quoi. Donc, et où j'ai pas, typiquement, enfin, c'est quand j'apprends qu'un truc se passe, etc., je vais pas rester dessus, même si c'est un truc horrible, etc., mais qui est pas dépendant de moi. Genre, à partir du moment où je peux plus le changer, même si c'est ma faute, même si c'est arrivé ou quoi, bon, c'est arrivé, genre, j'en fous, quoi. Enfin, on s'est fait, qu'est-ce que je peux faire de plus, je peux rien faire de plus, bon, bah, je passe à autre chose. Mhm. Donc, Ouais, ok. Ok, je vois. C'est quoi la question que tu te poses le plus? Comment je pourrais faire mieux? J'aurais parié sur cette réponse, tu vois. J'aurais vraiment parié parce qu'il y a vraiment un truc qui ressort sur ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est que tu cherches genre à être le numéro 1 quoi. Tu veux pas être sur la deuxième ou la troisième marche du podium, c'est Ouais. tu veux vraiment, je dirais pas perfectionniste parce que c'est vu un peu péjorativement, mais vraiment tu veux faire les choses mais à 300% quoi. Oui. Pour autant, c'est pas un peu pour autant que j'y arrive, mais je culpabilise très vite ou très fortement dès que je fais pas faire les choses assez bien. Ok, Et que c'est dépendant de moi. Quand c'est pas dépendant de moi, bon, voilà, comme j'ai dit, c'est pas dépendant de moi. ok, je comprends très bien. Comment tu fais pour le gérer ça? Genre le fait de culpabiliser aussi facilement. J'ai pas encore trouvé la réponse parfaite. Hein. J'essaie de relativiser, j'essaie de mettre en place des choses pour justement mieux choisir mes actions, mieux les conscientiser. C'est mettre en place des tableaux de tracking d'habitude, c'est mettre en place des bloqueurs de temps d'écran, ce genre de choses. Mais j'ai pas encore trouvé la réponse parfaite. Est-ce que tu as des addictions? Oui, Tu nous parles de beaucoup. temps d'écran. Donc, Oh oui, beaucoup. C'est un gros problème dans ma vie. C'est comme je suis passionné de tout, en plus je sais pas ouais, si c'est j'ai un côté intense quoi, genre le moindre truc. je sais pas si j'ai un haut potentiel addictif ou quelque chose comme ça, mais je tombe très très facilement addict. C'est un peu lié à ta personnalité, je pense aussi. Probablement. Oui. Ok, du coup, c'est quoi les domaines, j'imagine? Les écrans et tout. Franchement, tout. C'est comme les passions, hein. C'est-à-dire que carrément, moi, j'avais littéralement tout bloqué. J'ai bloqué les jeux vidéo, j'avais bloqué les webtoons, j'avais bloqué les vidéos YouTube, j'avais bloqué vraiment toutes les séries, etc., les animés. Je me suis retrouvé à faire des putains de sudoku. Et j'étais addict au sudoku. Oh non. Rigole? Pendant 3 jours, j'ai fait que des sudoku. Et alors que de Mais base, qui est ce type? mais de base, les sudoku c'est cool, mais jamais j'en sais pas quoi. Et je me suis retrouvé à aller sur des forums pour apprendre des techniques, pour trouver des indices sur les sudoku et mieux comprendre les sudoku. Je me suis retrouvé à faire des variantes de sudoku, genre avec des trucs. Lunaire.
Du coup, J'ai pas encore réussi à résoudre le problème de de peur d'addiction, mais du coup en ce moment, enfin, je lutte comme je peux, c'est-à-dire que je mets en place la pression sociale, j'essaie de conscientiser mes actions dans ces moments-là, genre mes choix, d'assumer qu'il y a des moments ok c'est ok, genre typiquement de faire 1 heure de jeu, bah, c'est cool, mais par contre de passer sa nuit à jouer ou de rien foutre de la journée, c'est pas cool. Pareil sur le sucre, sur les M&M's, où j'ai une sale addiction aux M&M's. Donc depuis septembre, en plus, je sais pas comment c'est arrivé, genre je sais pas pourquoi, c'est début par septembre. période. Non, mais t'inquiète, moi aussi j'ai mes périodes. Ouais, mais non, le truc, c'est que c'est pas, ça n'a jamais arrivé avant, et la période, elle fait 6 mois quand même, un peu plus que 6 mois. Alors, il y a des moments, des quelques semaines où c'est mieux, mais bon, je pense que j'ai dû prendre un peu trop de kilos d'M&M's depuis le début de l'année. Et ça se compte en kilos, voire en dizaines de kilos, donc c'est pas ouf. Et on s'en rend pas compte, mais c'est aberrant la quantité. Donc, dit que faire ça, parfois il y a des phases où je suis sur les animés, où genre je vais me regarder plein d'animés, parfois c'est YouTube, enfin YouTube c'est quasiment une permanente, mais ça c'est depuis que je suis petit, globalement je pense qu'en moyenne depuis mes 10 ans je dois tourner, vraiment toujours inclus, un bon 3-4 heures de YouTube par jour de moyenne, donc ce qui est beaucoup. Et tu regardes quoi sur YouTube? De tout, ça c'est typiquement par phase. Parfois c'est vraiment que du pur divertissement et généralement c'est quand je regarde de plus. Parfois ça va être du contenu scientifique, parfois du contenu sur un sujet très précis comme typiquement à l'époque sur l'IA pendant quelques mois, c'était vraiment je regardais que ça. Ça va vraiment varier ça. Ok. En parlant de contenu comme ça qu'on peut trouver en ligne et tout, est-ce que tu aurais des ressources à nous recommander, que ce soit des livres, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais par exemple une chaîne YouTube, là s'il y en a une qui te... J'ai 400 abonnements en fait. Bah écoutez, on vous met la liste en description. Non, dans le storytelling TGR, qui est une masterclass, enfin, c'est très dans le storytelling, notamment le jeu vidéo, qui s'est vraiment développé depuis 2-3 ans grâce à Ego. Il y a vraiment deux personnes complètement différentes qui sont les deux boss. Il y a Ego et The Great Review, TGR. Et The Great Review qui est là depuis plus longtemps et qui est l'artiste, c'est-à-dire qu'il sort très peu de vidéos, etc., mais qui sont giga travaillés, Ouais, qui sont je faits à la main, où il reprend des trucs, etc. Ok. Et Ego qui est plus genre l'entrepreneur dans le sens où il a compris la recette, il a fait la recette, il répète la recette beaucoup plus régulièrement, etc. Il s'est assumé que c'est pas tant par passion, mais c'est parce qu'il sait le faire, parce qu'il est bon et que c'est pour faire d'autres projets, parce que ça fait de l'argent et ça fait de l'audience. Et c'est très drôle parce que les deux sont du coup des styles radicalement différents, mais sont excellentissimes. Donc ça c'est génial. Ok. J'en sais rien, un qui est absolument un monstre, que ce soit en termes de montage, mais aussi en termes de bricolage, c'est Polygon, qui fait des vidéos où en gros il s'est acheté une baraque genre il y a 1 an, et en fait au fur et à mesure, chaque vidéo, il retape une pièce, où il met en place des systèmes genre automatiques, etc. Et c'est un monstre de montage, genre il est trop fort. Ok. En termes de montage pur, et en plus ce qu'il raconte c'est cool, il y a V2F qui fait sur la tech, genre typiquement il s'amusait à recoder Windows, ou là faire un programme qui automatiquement fait les vidéos TikTok qu'on voit avec les boules qui rebondissent, etc. Et il a fait un programme qui les fait automatiquement. Et du coup il vulgarise ça avec un montage, je pense que c'est le gars qui a le montage le plus travaillé que je connaisse. Ok. Sur en personnel, il y a Mathias Montavon, qui est justement dont j'ai parlé un peu, Ouais. qui en termes de qualité pure de vidéo doit faire partie du top 0,1% de la plateforme et qui est vraiment très 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 bon. Enfin, il y a trop de Bon, contenu. on pourrait vraiment y passer des heures et des heures. Quoi. Vraiment. Je comprends qu'on puisse s'y perdre. Donc, facilement. et encore, je t'ai parlé que de 3-4 sujets, il y en a plein. Ouais. Sur les livres, bon bah il y a le livre que tu m'as rendu tout à l'heure et que j'ai fait tomber, Projet Dernière Chance, qui est une masterclass absolue, que ce soit en termes de style d'écriture, que ce soit en termes de même le fond, genre l'histoire est cool. Ouais. Ok. Silo, j'ai pas le temps ici parce que je crois qu'il est chez ma mère, que je lui ai prêté. Oui, je connais. Qui est pas en termes de style d'écriture aussi, qui a un truc qui est complètement unique et qui est très très bon. L'auteur est très très bon. Alors il y a des choses qui sont moins bonnes, mais il y a certaines choses en particulier dans son style qui sont incroyables. Donc ouais, il y a pas mal de choses. Et un film, série. En film, Ready Player One, mais plus parce que en soi le C'est film. un bouquin ça à la base, non? Je crois, je sais pas. Il me Peut-être. semble, ouais. Ou je sais plus. Fondamentalement, le film n'est pas si incroyable. C'est comme Community derrière. Le bouquin n'est pas si exceptionnel, mais l'univers qui est créé, là, typiquement, du coup, c'est pas de la fin, c'est vraiment l'univers est vraiment cool. Et l'univers permet de réfléchir, permet de se visualiser, ok, comment se construire dans cette société, etc. Et voilà, Ready Player One, je kiffe, qui est genre mon film favori, mais c'est pas le meilleur, de loin. Community, pareil, qui est l'un des bouquins qui m'a fait le plus réfléchir, que j'ai dans ma bibliothèque, enfin que j'ai lu tout court. Qu'est-ce qu'il y a en film? Dune est une masterclass absolue, d'ailleurs j'ai la série qui est là, où j'en ai d'autres un peu partout. Le film était bien, mais moi j'ai pas. Le 2 est incroyable. Okay. T'as regardé que le 1? Je sais plus, non je crois que j'avais dû voir le 2 aussi. Parce que alors, il est un peu long, c'est particulier, c'est un style, mais la manière dont il fait construire l'épique et comment l'épique est représenté, genre il y a certaines scènes qui mettent tellement les frissons. Donc, typiquement, il y a une scène où il y a Paul Atreides, enfin le personnage principal,
qui se retrouve en plein milieu d'une assemblée, qui justement démontre qu'il est celui que tout le monde attend, etc. Et qui derrière part dans un monologue de genre quelques phrases, plein poumon, charisme au maximum, et derrière t'as toute la salle qui répète, Bol Moadi, etc. Enfin, oh là là, il y a quelques scènes comme ça, l'épique qu'on arrive qui est représenté dans ce film, et même tout le travail sur la bande son est absolument génial, mais je crois que c'est le seul film qui, comme ça, en termes de représentation de l'épique, vraiment est exceptionnel. Ok, trop cool. Trop cool. Comment est-ce que tu priorises dans ta vie? Genre, c'est quoi tes priorités? C'est difficile, en partie. Est-ce que c'est d'être heureux? Est-ce que c'est de réussir? Ah ok, je je ferais par rapport à prioriser, genre sur les tâches que je dois faire. Ouais, plus à ce niveau-là. Ça dépend. Je dirais les meilleures actions qui m'intéressent, dans les actions qui m'intéressent, quelles sont les meilleures choses à faire pour mes ambitions, mes objectifs. Donc, c'est pas pour autant que j'arrive toujours à le faire, mais c'est comme ça que je réfléchis. Ok. Est-ce que tu penses qu'il faut vivre pour être passionné ou bien être passionné pour vivre? Je pense que c'est compliqué de passionner si t'es mort, de base. Donc, non, mais je veux dire vivre dans le sens s'accomplir dans sa vie. Dans ce sens-là. Je pense qu'aucun n'est nécessaire à l'autre, en fait. C'est deux choses différentes. Tu peux être passionné sans te sentir accompli. Et tu peux être complètement accompli, avoir j'en sais rien, un travail qui t'épanouit, sans te passionner, une femme, des enfants, être épanoui, mais sans forcément être passionné. Je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais... C'est vrai. Et toi, est-ce que tu penses que tu vivrais ta vie avec la même intensité et que tu serais aussi heureux si tu n'avais pas cette passion pour l'IA et ce business que tu as J'en ai aucune foutre idée, étant donné que je suis passionné de partout depuis que je suis gosse. Donc je peux pas te répondre. Au moins c'est simple, tu vois. Je pense que tu es vraiment le meilleur profil à interviewer pour ce podcast parce qu'il y a tout qui te passionne. Donc super. Et justement, il y a une question que j'aurais dû te poser depuis le début d'ailleurs, mais ça signifie quoi pour toi être passionné? Parce que tu te décris comme une personne qui est passionnée par tout. Mais tu vois, ça pourrait être un simple centre d'intérêt. Non. C'est plus que ça. C'est différent. Dans quel sens? C'est quelque chose, quand on parle à quelqu'un ou quand tu lui expliques ce que c'est, tu l'es avec le sourire et tu es emporté par ton envie de partager. Il y a une énergie en plus en fait. La passion, c'est un truc où tu es aussi heureux quand tu t'intéresses à ça que quand tu le partages. Un son intérêt, pas forcément. Ok. Je pense que c'est comme ça que je le définirais. Ok. Quelque chose qui te rend aussi heureux à la fois quand tu le fais ou quand tu le renseignes et quand tu le partages. Ok, intéressant. Et juste si tu pouvais développer un tout petit peu plus, c'est quoi pour toi l'importance des passions dans une vie? Ça apporte de la stimulation et de l'intérêt au quotidien. Et genre des bonnes hormones. C'est ça l'intérêt que je verrais. Qui paraît très rationnel, mais dans le sens où ça peut être ce qui te fait te lever le matin, quoi. Ok, intéressant. Et si on peut venir avec une dernière petite question, du coup on a déjà parlé un peu du futur, des projets. Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de l'heure vu que le soleil se couche tard maintenant. Mais... T'inquiète. Du coup, ouais, dans le futur, tu nous as parlé un peu de tes projets. Et toi, est-ce que tu as des rêves que tu as envie de réaliser? Ouais. Écrire une saga de livres sur la fiction et derrière carrément pouvoir créer tout un univers, je sais pas. Est-ce que c'est toi qui l'écriras ou tu l'as fait écrire par C'est moi l'auteur. C'est moi l'auteur. Parce que tu peux lui faire un prompt et après c'est lui qui te rédige, quoi. Je voulais être écrivain. L'intérêt c'est pas de faire de l'argent avec ça, c'est un rêve. L'intérêt c'est de faire un truc qui me fait kiffer. Ok. D'écrire une saga et forcément carrément, genre, je sais pas si genre, j'ai un studio d'artistes, de trucs et de jeux vidéo, d'en faire en fait tout un univers. Créer un univers, ok. Créer un univers dans lequel du coup les gens peuvent vivre et raconter leurs propres histoires. Typiquement Star Wars, l'univers est exceptionnel, mais Disney maintenant, ils ne savent pas raconter, ça pue la merde d'histoire de Star Wars alors que l'univers est exceptionnel. Et la communauté raconte des histoires 100 fois mieux, et si la communauté pouvait raconter, genre comme dans les jeux vidéo avec les mods, ce serait exceptionnel. Est-ce que tu aurais une idée pour cet univers que tu nous décris? Star Wars? Ah non, pour l'univers? Ouais, pour toi, celui que tu aurais envie de créer. J'ai plusieurs univers en tête, mais qui seraient des univers sympas, mais pas assez massifs pour un projet de cette envergure. Ouais. Okay, mais oui, j'en ai quelques-uns en tête. Et un autre rêve comme ça, ce serait de jouer à un match de volleyball à un niveau professionnel, mais même de jouer genre 1 point ou 2 à un niveau assez élevé devant un public. Et typiquement, pour ça qu'un rêve à la con, ce serait de racheter genre un club de volleyball à mes 25-30 ans, à l'époque où à un moment je suis pas encore complètement cramé physiquement, pour déjà le développer, faire un peu comme ce qu'on a pu voir sur le GP Explorer 3 ou sur les échecs en ce moment, vraiment créer un engouement autour du divertissement qui est autour du volleyball pour
développer ça, sachant que déjà les JO ont un impact énorme et on a eu énormément de nouveaux inscrits dans les clubs de volleyball, mais je pense que c'est un sport que tous les gens qui en font adorent ça, mais qui est extrêmement mal diffusé, le divertissement fait autour est très mal fait. Comme beaucoup de sports. Ouais, mais c'est quand même l'un des sports majeurs, même si on ne se rend pas compte, le volleyball, en tout cas en France, où il y a énormément de licenciés, où c'est quand même assez gros, il y a des grosses ligues. On a des très très bons talents en France, mais malheureusement ils ne jouent pas en France parce que la ligue n'est pas assez développée. Donc, ouais, ce serait racheter un club, le développer et pour la symbolique, jouer genre sur un match officiel, sur une coupe, etc. Genre un point, le point symbolique de la victoire. Typiquement, si je rentre pour le dernier point, que ce soit potentiellement au service parce que j'étais un bon serveur désigné ou même en tant que simplement réceptionneur attaquant et jouer genre 1, 2, 3 points pour la symbolique que le président rentre sur le terrain et joue, même s'il n'est pas au niveau. Mais en plus, du coup, je m'entraîne de temps en temps avec l'équipe, avec une équipe secondaire, etc. Ça, ouais, ce serait un rêve. Ok, hyper sympa. Et par rapport à ton business, est-ce que tu as des... Enfin, ça serait plus des ambitions que des rêves, vraiment, mais tu dirais que ce serait quoi un peu pour toi le but ultime que tu pourrais atteindre par rapport à ton business? Oui, si tu veux, de vie et par rapport à ton business. Alors de vie, enfin du coup c'est de business, mais arriver à un niveau d'influence suffisante pour être capable de transformer, voire de créer, enfin de remplacer des institutions arriérées, enfin des institutions énormes, genre l'éducation, genre la santé, etc., d'avoir un énorme impact dessus. On n'a pas parlé d'éducation. Je voulais rebondir là-dessus, tu vois, je ne me le suis pas noté, mais je voulais juste si tu pouvais nous dire quelques mots par rapport à l'éducation. Pourquoi c'est un sujet qui te touche autant? Parce que je pense que l'éducation est à la base de tout. Quand j'entends éducation, j'entends à la fois école, mais à la fois tout ce qui se passe de 0 à 18-20 ans, voire 25. Donc le fait d'apprendre en fait, de façon... Pas que apprendre, enfin oui apprendre, de découvrir / apprendre, du coup ça peut être YouTube par exemple. Moi, ça se fait en partie par YouTube, mais c'est tout. C'est les gens, comment est-ce que tu leur parles, etc., les professeurs, enfin tout, qui pour moi devrait être le plus important parce que c'est ce qui amène à tout, quasiment toutes les décisions que tu prends plus tard, etc., manière de penser, etc. Je pense que la majorité vient de l'éducation. Il y a une partie génétique, mais une très grosse partie vient de l'éducation. En tout cas, c'est ce que je pense. Ça devrait être un sujet ultra prioritaire. Mais le problème, c'est que comme l'impact des décisions qu'on prend se voit à 20-30 ans, personne n'a envie de s'investir dedans parce que il ne verrait pas de son vivant potentiellement ou l'oublierait. Et donc, personne ne se donne la peine. Donc, l'éducation est délaissée et un peu laissée pour compte. Voilà, les gens adaptent un peu quand ils peuvent, etc. Mais on n'investit pas du tout les moyens qu'on devrait, alors que c'est absolument primordial. Ok. Et c'est quoi ta vision par rapport à l'éducation? Si toi, tu pouvais lancer, par exemple, une boîte ou avoir un... Je sais pas quel système éducatif parfait. J'ai pas, faudrait, ça sert à rien de faire des recherches là-dessus, tester des choses, comparer, mettre des dizaines de millions, voire des milliards dans les mains de chercheurs, des professeurs, etc. pour vraiment faire plein de tests, plein de mesures, comprendre comment est-ce que vraiment parfaitement est-ce qu'on peut apprendre selon les différents types de personnes, etc. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait, on a des suppositions et tout, qui se basent sur des observations. C'est lunaire. Donc, ce serait déjà mettre les moyens pour faire ce travail-là et ensuite voir concrètement qu'est-ce qui est le mieux pour l'éducation et à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire comme système. Mais pour l'instant, j'ai des idées de comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer. D'ailleurs, j'ai un livre qui est en cours de validation par l'éditeur sur l'éducation et sur comment est-ce qu'aujourd'hui l'IA notamment pourrait l'améliorer. Mais c'est que des idées par rapport au système actuel et il faudrait déjà qu'on fasse un peu plus de travail sur la recherche. Ok, hyper intéressant. Du coup, c'est vraiment un thème qui te touche et... Ouais. Mais pour autant, j'ai pas c'est pas pour autant que ça me touche et c'est hyper important, mais je sais que j'ai pas les connaissances et les compétences pour faire un vrai bon système. Ouais, ok, intéressant. Et une dernière question que je te pose, qui est-ce que tu aimerais entendre à ce micro si tu pouvais entendre n'importe qui? N'importe qui? Ouais. Musk, hein. Ok, d'accord, bon. Est-ce que je peux avoir d'autres petites recommandations? Je sais pas, genre une personne qui t'intéresse particulièrement, que Mbappé. T'aimerais que Vu qu'en plus t'aimes pas le foot. Ouais, non, je plaisante, après je reste ouverte d'esprit, donc évidemment je serais non, là j'ai dit sur le ton de la plaisanterie, mais honnêtement je pense que je serais hyper intéressée d'interviewer un joueur de foot. Parce que tu vois, j'y vais avec tellement d'a priori. En vrai, on va interviewer un joueur de Ligue 2. Ligue 2 c'est plus accessible, même en Ligue 1 tu peux, mais c'est compliqué, mais parce que, Ligue 2, voire National 1, c'est déjà du niveau pro, et ça peut être giga intéressant. Ok, bon, donc, Musk. En gros, un sportif de niveau. Forcément dans le foot, parce que justement, quand en plus tu as tes a priori, ce serait giga intéressant. Ok, donc ça serait une personne que tu aimerais entendre à ce micro. Ouais. Ok, ça marche. Trop cool. En plus, du coup, à ce micro-là, qui est le mien, donc dans mon salon directement, c'est encore plus intéressant. Ouais, écoute, c'est le début, j'ai peu de matériel. Merci beaucoup pour cet épisode, Théo, c'était un super moment. J'ai appris plein de trucs. J'espère que l'audience aussi. Enfin, l'audience.
Les auditeurs de ce podcast. les Un jour, auditeurs de t'apprendras ce à parler. podcast. Ouais, c'est ça, en fait, je n'arrive plus à parler, ça y est, je fatigue. Mais merci beaucoup, c'était trop intéressant. J'aurais eu encore plein d'autres questions à se poser, mais on a déjà Je pas dois y mal de aller. contenu là. Donc merci beaucoup pour ton temps et à très bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Un grand merci à vous si vous êtes arrivés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré cette discussion. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager l'épisode autour de vous. Voilà, tout le blabla habituel. Aussi, n'hésitez pas à m'écrire pour me partager votre retour par rapport à cet épisode. Ça me fera toujours plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Franchement, je pense faire un bêtisier à la fin. Tu sais que j'y songe vraiment. Ça dérange de faire un biscuit pour l'interview? Il me fatigue. Pourquoi? Déjà. Ok. Encore 3 vues, c'est toi qui l'as actualisé 2 fois. Et la dernière, c'est ta mamie qui a voulu être gentille, qui l'a ouvert C'est quoi, je m'en fous, même s'il y a que 2 personnes. et qui l'a oublié, qui l'a laissé tourner. Coucou mamie. Regarde, j'adore. Ah, je m'en vais. Tu fais ton intro? Faut que... Ah oui, Non. faut que je fasse une intro. En fait, je sais pas quoi dire en intro. Le podcast qui interviewe des personnes passionnées. Oh, putain, pourquoi j'ai demandé de faire un podcast? Ok, c'est bon, je suis dans un mood là, ça y est. Allez. T'es Ça- pas dans un mode. J'ai vu ton sourire sur le salut. Mais c'est normal, je vais pas me mettre en mood dépressif, c'est un Non. podcast qui est joyeux. Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast de Fruits de la Passion où je dois faire l'intro puisque Clémence est absolument mort de rire depuis tout à l'heure et qu'on n'arrive pas à démarrer. Est-ce qu'il y a Avec un plaisir. dernier mot que t'aimerais dire? Abonnez-vous. Non mais en fait, je suis toujours hyper sceptique à poser cette question parce que tu vois, j'ai envie de finir sur un truc un peu classe et tu vois, potentiellement ne pas finir sur le foot. C'est Oh Oh Rien que pour ça, ici c'est Paris, vu qu'elle l'a pas dit. Allez, abonnez-vous. Tu sais que je me disais pendant tout l'enregistrement que j'ai pas vérifié si t'avais bien lancé la vidéo. Imagine, j'ai pas lancé. Je me Imagine, tape un fou rire. imagine t'as pas lancé en Non, enregistrement. c'est bon.